Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, le podcast du Wargame automnal. Aujourd'hui, outre la cueillette aux champignons et la chasse aux papillons, nous allons parler de Black Legion. Et j'ai le plaisir à ce titre de recevoir une fois de plus, c'est devenu le pilier de comptoir, le fameux Thibaut Claudel du podcast Land Rider. Comment ça va Thibaut ? Ça va très bien, heureux d'être ton pilier de comptoir du coup. Ouais, t'as une ardoise bien remplie, hein. Un jour, va falloir s'en occuper quand même, quoi. C'est l'équivalent de la pile of shame, mais version bar. L'ardoise of shame. Exactement. Eh bien, donc Thibaut, tu es un fin connoisseur de la Black Legion, donc quelque part, en fait, t'es mon pire ennemi, mec, t'as tué mon primarque, quoi. Et oui, effectivement, c'est pas cool. Après, c'est pas moi, c'est une autre légion, on n'en parle pas des Sons of Horus. Enfin, on va en parler, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, depuis, vous avez changé de couleur. Cependant, ils n'ont pas changé de tactique de bataille. On est avec la Black Legion dans la haine. Vraiment, la haine. Je pense que c'est une des factions C'est ça. qui symbolise le mieux le truc. Donc, on va revenir un peu aux sources de tout ça à travers ta propre expérience. De quand date ta découverte de la Black Legion ? Eh ben, c'est relativement récent à l'échelle de ma vie de hobbyiste que vous aurez eu l'occasion de découvrir il y a quelques épisodes de cela. Parce qu'en fait, ma découverte réelle, bien sûr, la Black Legion, je la connais depuis que j'ai commencé en 3e édition, notamment avec toute la campagne Œil de la Terreur, etc. C'est à cette époque-là que j'ai appris qui était Abaddon et la Black Legion. Ouais. Mais j'avais pas un intérêt démesuré, en fait, ni pour cette faction, ni pour ce personnage, jusqu'à ce que un pote à moi qui s'appelle Baptiste et qui est un fan du lore de Warhammer, mais a jamais touché à une figue de sa vie, mais il lit les romans et tout, et il m'a dit « Ouah, j'ai lu un bouquin, ça s'appelle la griffe d'Horus, je crois, en français, c'est Talon of Horus en anglais. Ouais. Il faut absolument que tu le lises, c'est incroyable, c'est sur Abaddon, c'est avec un ancien Thousand Sons comme personnage, c'est super. » Et je lui dis, mec, qu'est-ce que j'en ai à foutre de Abaddon qui a fait 13 croisades, tout ça au final pour jamais réussir son histoire parce qu'à l'époque, Cadia n'était pas encore détruite. Et j'avais un peu l'impression d'un vilain un peu à moustache qu'on nous dégainait comme le gros big bad de Warhammer 40 000, mais qui finalement n'avait pas l'air à l'échelle du lore d'avoir fait grand-chose. En tout cas à ma connaissance, puisque tout cet univers-là, comme toujours, est en perpétuelle réinvention. Mais à l'époque, on avait 13 grandes croisades noires, et on savait que la 13e s'était abattue sur Cadia pour finalement s'arrêter sur un espèce d'ex-aequo très étrange. Et sur les précédentes, on savait pas trop. On pouvait même comprendre que c'était 13, ou plutôt 12 attaques qui avaient raté sur Cadia et depuis l'Œil de la Terreur. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre, cet intérêt pour Abaddon. Et j'avais même fini par, honte à moi, mais m'initier à son surnom Fail Badon, Oh putain. comme disaient nos amis. Et du coup, j'étais vraiment hostile à l'idée de lire ce bouquin. Pourtant, je lui ai laissé une chance pour la simple et bonne raison c'est un roman qui est écrit par un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Aaron Dembski-Bowden et qui avait déjà écrit le premier Hérétique, il me semble. Oui, c'est ça. C'est franchement un des meilleurs auteurs de la collection, hein. Ouais, clairement. Et j'avais adoré ce bouquin et je me suis dit, ouais, bon, quand même, si Baptiste me le conseille, il y a un auteur que j'aime bien, je vais le lire. Et en fait, là, je suis vraiment tombé amoureux et j'ai dû expier mes péchés comme un ancien Sons of Horus pour rejoindre la Black Legion, repeindre mon armure en noir et en or pour symboliser la honte que j'avais été, non pas d'échouer sur terrain, mais simplement d'être passé à côté de cette faction qui est devenue une de mes préférées. D'ailleurs, je suis un tout petit peu schizophrène puisque je joue la garde impériale comme ma seconde grosse armée au Warhammer 40 000. Donc voilà, j'ai les deux faces de cette pièce-là. Mais c'est rigolo parce que vraiment, le bouquin m'a fait tomber amoureux de cette faction spécifiquement et m'a refait tomber amoureux des Marines du Chaos, que j'aimais beaucoup pour leur côté, la longue guerre, justement cette haine dont tu parlais, tu vois, le fait de savoir que ces gars avaient été effectivement trahis d'une certaine manière par rapport à quel était le rêve de l'empereur, de ce que pourrait être l'impérium, pardon, et de tout ce qui pouvait finalement leur être promis et leur avait été enlevé. Ils se sentaient utilisés, etc. J'ai toujours trouvé ça assez
puissant comme motivation, beaucoup plus en fait à partir du moment où j'ai lu les bouquins de L'Horus Heresy. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une petite collection avant ça de Wordbearers, parce que j'avais lu le premier hérétique et je trouvais que pareil, en fait c'était des mecs, c'était tu vois des démonologistes, je sais pas comment on dit, enfin des fans de démons. Et j'étais en mode bon, il y a pas grand chose derrière cette légion, et tu lis le bouquin et tu fais ah non, en fait il y a pas mal de trucs. Et là ça m'a fait le même effet mais beaucoup plus tard, et surtout 1 ou 2 ans avant que la gamme soit réinventée un petit peu par Games, enfin, parce que ça a pas mal tardé quand même, les updates, on va en reparler un petit peu dans ce podcast, mais de figurines. Et du coup, c'est à ce moment-là, donc on doit être vers 2018-2017 quand je lis le bouquin. J'attaque ensuite la suite qui s'appelle Black Legion direct après, parce qu'il venait de sortir. Je me demande si je l'ai même pas acheté en Angleterre parce que je passais par Londres à ce moment-là et j'ai été à Forbidden Planet acheter le bouquin et je le lisais dans le métro, je me souviens. Et du coup, j'étais à Donf et je me dis, ok, c'est ça. Ça faisait des années que je savais que j'avais envie de revenir au chaos. J'avais déjà eu une armée d'Iron Warrior et une petite force de Wordbearer. Et je me suis dit, si un jour Games Workshop fait enfin une update de cette gamme, il y avait la Death Guard qui était arrivée. Donc je savais, tu vois, que quand même ça pointait le bout de son nez. Et je me dis, là, je craque et ça sera Black Legion. Et en plus, quel joyeux symbole finalement de partir sur un peu la Légion poster de cette faction-là, tu vois, parce que c'est pas forcément un truc qui d'habitude m'attire. J'aime bien plutôt faire mes schémas de couleurs, mes propres histoires, mes propres trucs. Mais là, avec le bouquin, il y avait une vraie matrice, un vrai projet qui est né dans ma tête. Parce que ce qui était intéressant dans les bouquins de Bowden, c'est qu'on a plein de personnages qui viennent d'autres légions, ou qui, quand ils viennent des Sons of Horus, Ouais. sont peut-être pas d'accord avec Abaddon, ont un passé, etc. Et j'aimais beaucoup cette approche assez... moi, je parle d'approche romantique de Bowden, des Space Marines du Chaos, qui c'est le cas aussi sur cette trilogie Night Lord. Les personnages ont des passifs de ouf, ils vivent plein d'émotions, et tu sens le côté Space Marine qui, d'un coup, ont redécouvert leur humanité, et ça fait des dégâts, quoi. Et je trouvais ça assez fascinant d'imaginer que malgré tout, malgré ces dégâts, ces types-là... ont la nostalgie de la fraternité Ouais. et de la camaraderie des légions et d'avoir un objectif commun. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé à ce moment-là dans ma vie de hobbyiste et dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, ok, unis dans la haine, mais quand même vraiment très, très stylé ces petits gars-là. Donc je me suis lancé dans la collecte en me disant, bah, je vais essayer de saisir un peu ce qu'essayait de faire le bouquin, c'est-à-dire des personnages très hauts en couleur. Et c'est pour ça que chacune des figurines de mon armée est convertie. Il n'y a vraiment aucune figurine qui est laissée telle qu'elle. Et il y a un mini-lore pour chacune des figues de mon armée. Ils ont tous un nom, ils ont tous un mini-lore qui leur est inspiré d'une conversion que j'ai faite. Ah, excellent. Et tout ça est disponible sur mon compte Instagram si vous voulez savoir. Ouais, bah carrément, on fera tourner les photos. Je pense que ça mérite largement le détour. Donc là, tu as soulevé plein de trucs intéressants. Déjà, tu m'as donné envie de lire ce bouquin, Talon of Horus, parce que je ne l'ai pas lu. Ouais, c'est trop bien. Et c'est vrai que Bowden, dans le lot des écrivains de la collection, bon, clairement, il est sur le podium, hein, je pense. Ouais. Les bouquins que j'ai pu lire de lui étaient tous très bons. Que ce soit la trilogie Night Lords, idem, les écrits qu'il a fait pour Siege of Terra, c'était excellent. Et tu as rappelé l'existence d'un vieux bouquin dont j'avais un peu oublié l'existence. Il y a eu un codex Œil de la Terreur. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, en version 3. Ouais, c'est ça, c'était en V3, à l'heure où les codex n'étaient pas bien épais, mais néanmoins très généreux. Je ne me souviens absolument plus de ce truc. C'est beaucoup trop loin. Je ne sais plus de quoi ça parlait, à vrai dire, quoi. En tout cas, la Black Legion, là, tu soulèves, à mon sens, ce qui est une des caractéristiques principales de la chose, c'est que ces gars, ils ne se sont pas abandonnés totalement au chaos. Ils gardent cet ADN très fort, finalement, de soldats. Et Abaddon le dit très bien, suivant lui-même, il n'est qu'un soldat. Il n'est pas un prince démon ou que sais-je. Mhm. Et c'est vrai que ça transfigure pas mal, en fait, l'idée qu'on peut avoir d'une faction chaotique. Yes. Donc, au terme de ce petit historique, où est-ce que tu en es à l'heure actuelle en termes de collection ? Du coup, j'ai attaqué pour la version 9 de Warhammer 40 000. Ça a été mon armée V9.
Ouais. Et du coup, sur la durée de la V9, j'ai fait à peu près, je crois que la dernière fois que j'ai regardé, un peu plus de 2500 points. Oh, Donc quand même pas mal, surtout quand tu mets un peu à côté, tu vois, toutes les conversions, le temps que ça prend de les monter, ça a été un gros taf. Après, j'étais vraiment focus sur cette armée-là. Le codex, par contre, V9, qui était super hein, par ailleurs, a vraiment tardé. Donc j'ai quand même beaucoup joué avec un codex personnalisé et c'était un peu nul de ce point de vue-là. Et je pense que ça a été une forme comment dirais-je, de cause pour la pause que j'ai prise en fait quand on est arrivé en V10 mhm. parce que fin V9 la garde impériale est ressortie, c'est mon autre amour mon amour de jeunesse et celui qui ne tarira jamais Ouais. et du coup je suis revenu dessus sur les nouveaux kits et j'étais vraiment à donf et on avait l'index V10 qui tourne toujours bien et donc en fait j'ai un peu laissé les marines du chaos depuis et je crois que la dernière unité que j'ai peinte, elle doit dater de début 2023, pardon. Ouais. Donc, c'était une unité de Chosen qui était des Dark Angel, enfin des élus, des déchus, pardon. Donc, que je fais en Kuntaz élu. Ah, excellent. Parce que les déchus sont pas accessibles en tant que datasheet, même s'ils en ont eu pendant un temps. Ouais, ouais. Et parce que ça rentrait aussi dans le cas de figure dans ce projet où tu vois différents mecs du chaos venus de légions et d'origines très différentes pouvaient se rencontrer et il se trouve que les déchus ont une armure noire donc ça s'intégrait quand même globalement bien à ce projet-là et depuis rien alors que j'ai encore en stock pas mal de légionnaires mon armée on va en reparler mais elle tourne beaucoup autour de la datasheet du légionnaire j'ai du stock du Terminator j'ai du possédé et j'ai très peu de véhicules, mais ça, c'est pas dans la Pile of Shame. C'est vraiment, j'en ai pas fait beaucoup. J'aimerais bien en faire à terme. Mais du coup, voilà où j'en suis. Une grosse armée quand même très orientée vers l'infanterie, Ouais, bah, très bien. vers un gameplay presque un peu de Swarm en fait, mais avec du marine quoi. Avec, je crois que j'ai pas loin de 40 légionnaires, peut-être 50 si tu mets les Chosen quoi en fait. Donc il y a vraiment beaucoup d'armure énergétique. Mais c'était mon idée hein, à l'origine. Je suis vraiment parti du côté Marines Ouais. de la Black Legion en formation dans l'œil de la terreur, pas encore forcément à une époque. D'ailleurs, dans ma tête, à la base, je voulais même représenter Abaddon, tu vois, avant qu'il ait son épée, vraiment quand il était en montée en puissance, pas encore au sommet. Puis au final, ça demandait trop de taf et je pense que c'était pas assez emblématique non plus. Donc j'ai fait un petit peu un mélange. J'ai quand même pris la nouvelle figue d'Abaddon. J'ai pas fait une conversion, mais j'ai quand même un peu converti la figue. Mais voilà. Donc peut-être qu'un jour je rajouterai, tu vois, toute la partie garde renégate, cultiste, etc. Mais c'est une partie qui m'intéresse moins, Mm. honnêtement. Ouais, mais c'est sympa l'idée de. En fait, là, ce que tu fais, finalement, tu restes fidèle à ce qu'était une légion à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, finalement, assez peu de troupes un peu exotiques, un peu trop élites, et se concentrer vraiment sur les phalanges de soldats, à jouer des packs de 10 légionnaires. En plus, bon, les légionnaires, en termes de figurines et de jeux, elles ont tout pour elles. Hein, Ouais. elle a tout pour elle, cette unité, elle est vraiment très bonne, quoi. Bah, très bien, donc on est en train de parler figue, et c'est vrai qu'à ce titre, quand tu vois la nouvelle figue d'Abaddon, t'as pas des masses envie d'y toucher. Ouais, c'est ça. T'as bien envie d'en rester à cette super figurine qui, je me rappelle, avait inauguré avec Robot Gilliman, tu sais, ce nouveau modèle économique de la figurine seule à plus de 50 euros, tu sais. Oui, oui, c'est clair. Ouais, c'est un peu le côté champion et du héros Hammer, effectivement, de Warhammer 40 000 moderne, quoi. Ouais, mais il a été classé dans la catégorie Primark, tu vois. Il fait la même taille, Ouais. la sculpte, elle est dingue. Bon, bref. Et du coup, bah, parlons un petit peu de figurines. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, on a quand même une offre assez pléthorique hein, du côté CSM, Chaos Space Marine, dans sa globalité. On n'est pas au niveau du gigantisme de l'offre du côté loyaliste. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'entrées Ouais. du côté loyaliste. Néanmoins, on a quand même une bonne petite collection à se mettre sous la dent. Il y a eu quand même pas mal de nouveautés, que ce soit en V8 ou en V9. Mais cette gamme, dans sa globalité, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as pour habitude de la modifier? Est-ce qu'elle te propose assez? Et surtout, en fait, qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître ou voir refait? Bah, c'est une gamme qui est un peu entre. Il y a un peu le cul entre deux chaises, honnêtement, parce que on a eu des figues relativement récentes à l'échelle de Warhammer 40 000 et de son histoire, effectivement V8, V9,
qui sont revenus sur des grands classiques, notamment le kit de Légionnaire. Il avait déjà été refait, mais étrangement, il n'arrivait pas à avoir un peu ce charisme qu'ont les Marines du Chaos dans le bouquin, avec les armures dépareillées, très baroques, etc. Pendant longtemps, cette gamme a souffert de figurines qui ressemblaient aux loyalistes, mais avec des cornes et des pics, quoi. Ouais, bah, à l'heure actuelle, on en est encore au même point concernant les blindés. Tu sais, les blindés ne sont Oui, pas complètement. du tout, Ouais. sont pas du tout réadaptés, quoi. Non, ouais, il y a un petit problème là-dessus. Et donc, effectivement, pendant longtemps, c'était emmerdant de vouloir se lancer. Moi, de manière générale, je conseille toujours aux gens, s'ils ont une vision comme nous, là, sur une armée, il faut que le kit principal reflète cette vision, parce que si tu commences à vraiment devoir trimer pour ton unité de base, tu perds vite la motivation. Et j'ai vu arriver le nouveau kit de Légionnaire, j'ai vu la personnalité, l'adaptabilité, c'est très important aussi ça pour moi. Et je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance. Mais je me serais pas lancé sans ça. Et donc du coup, c'est pareil, les Terminators ont été refaits, mais ils avaient été refaits récemment. Donc en fait, les kits qui sont arrivés, V8, V9, je sais plus trop, ils avaient vraiment de la gueule, mais surtout, ils avaient une petite update de taille et de personnalité, de charisme, de flavor. Ouais. Et ça faisait vraiment plaisir. Mais du coup, vu qu'ils avaient été refaits récemment, il n'y avait pas non plus, tu vois, une plus-value de fou, peut-être visuellement. Et puis, ce qui avait été fait relativement récemment, type par exemple les machines démons, qui sont plutôt arrivées à l'époque V6, et ben sont restés telles quelles. On en a ajouté certaines, notamment le Metaragne, qui est vraiment pas mal pour le Ouais. coup. Moi, je les ai toutes faites, ces machines démons, parce que j'ai le Eldrake, j'ai le Ferrocentaurus, je crois, et puis du coup le Metaragne. Il y a une différence immense, mais genre vraiment, on a du mal à le croire, mais parfois, il y a moins de différence entre un kit de 2002 et de 2012 qu'il y en a entre 2012 et 2022. C'est vraiment Ah ouais. ahurissant, et aujourd'hui, monter une machine démon, c'est un peu un enfer. C'est des kits qui sont un peu grossiers, qui camouflent assez mal les lignes de moulage, les trucs d'assemblage, qui ont des détails certes chaotiques, parce qu'il y a des gueules grimaçantes, des câbles qui pendouillent et tout, mais il y a un côté un peu Ouais. pas hyper inspiré, tu vois. Je trouve que c'est assez mal dosé. Ils sont assez cartoon, en fait, ces figues, le Metabrutus, le Eldrake, tout ça. Quand tu prends le Metaragne, il y a déjà beaucoup plus de... Le Méta Brutus a pris un joli coup de vieux, ouais, c'est clair. Ouais, je pense que quand tu vois l'araignée, ou le Lord Discordante, par exemple, Ouais. c'est un peu le même vocabulaire visuel, mais t'as vraiment quelque chose de mieux dosé, de plus fin dans le sculpte, plus agréable à assembler, toujours parfois, par contre, très chiant à peindre, parce qu'il y a plein de pattes, il y a plein de trucs, plein de pics. Mais genre, vraiment, du coup, on est un peu le cul entre deux chaises, parce que on a une base qui est vraiment propre. On a quelques figues qui sont récentes, comme le Metaragne, le Discordant, qui sont vraiment cool et qui ont un beau gabarit. On a par contre des véhicules qui datent d'un autre âge. Ah, le Discordant, il est mais incroyable. Ouais. Et du coup, ça tranche vraiment avec tous ces engins, comme le Predator, le Land Rider, qui sont les mêmes depuis toujours, Ouais. ou presque. On a par exemple un kit hyper emblématique pour moi du chaos, et qui était sorti, je crois, à l'époque de la Terreur, qui était le Defiler, qui a jamais été refait, alors que pour moi, c'est la machine démon originelle, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi on l'a toujours pas refaite, et je pense qu'elle mérite le traitement du monolithe pour les Nécrons, quoi. C'est-à-dire vraiment augmenter en taille Grave. et être sur un, je sais pas, un socle, un truc un peu épique, quoi. Ouais, en faire un truc un peu titanesque, quoi. Ouais, ou semi-titanesque, tu vois, knightesque, on va dire, super lourd en tout cas. Oui. J'aimerais bien ça. Ouais. Et j'aimerais bien que les bases soient continuées aussi, parce que par exemple, tu vois, on n'a pas de Lord Terminator récent, on n'a pas de moto. Les Raptors, c'est un double kit avec les serres du Warp qui est sympa, mais qui lui aussi est vieillissant, parce que tu vois vraiment la différence avec par exemple les Légionnaires. Donc il y a plein d'indispensables qui sont quand même encore... Ils sont OK, on n'est pas sur le syndrome araignée spectrale, mais ça pourrait être quand même beaucoup mieux. La bonne nouvelle, en fait, c'est que pour les véhicules, pour ces petits manquements à droite à gauche qui mériteraient une update, on a la gamme Horus Heresy qui s'est développée quand même à vitesse grand V et qui nous offre l'opportunité de faire de belles conversions pour peu qu'on ait envie d'aller chercher un peu un coup de cutter par-ci et des bits par-là, et vous obtenez des trucs vraiment cool. C'est pas encore mon cas parce que j'ai encore un peu d'infanterie à faire. Et j'adore ça, donc je vais le faire. Je vais remettre du Légionnaire, du Terminator.
Mais dans l'idée, tu vois, je vais pas acheter le kit du Meta Brutus, quoi. Je vais prendre un Contemptor. J'aimerais bien me faire un Land Raider, ça serait un Land Raider Hérésie. Ce qui a d'ailleurs du sens, en fait, quand on joue une Légion du Chaos originelle, quoi. Ah oui, oui, qui est vieille de. Quand on parle de faction vieille de 10 000 ans, on peut Ouais, très bien s'accorder le droit d'intégrer, par exemple, un Dreadnought Léviathan avec un petit kit 3D pour un peu l'ornementer façon blasphème. ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et non, mais il y a des trucs à faire. Et comme tu le dis, de toute façon, il y a plein de trucs 3D aussi qui sont vachement cool. Moi, c'est un peu là-dedans que j'irais. Je pense que si Games devait un jour vraiment officialiser ça, je pense qu'ils le feront pas parce qu'il y a une gamme Horus Heresy qui le permet déjà. Mais Ouais, ouais. en vrai, les véhicules qui commencent un peu à disparaître des tables, le Predator, le Rhino, etc., ont été remplacés par d'autres véhicules dans les gammes loyalistes. Et je pense qu'il faudrait qu'ils reviennent sous forme mutée et peut-être sous leur incarnation. On va dire hérésie, donc par exemple les rhinos avec les portes rondes ou les prédateurs avec les tourelles plus arrondies Ouais. pour la gamme KO. En fait, je pense que ça aurait du sens de les transformer en espèce de machine démon pour que quelque part ces kits subsistent et marquent un peu la différence avec les Primaris qui, tu vois, sont passés à autre chose et à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Et je pense que ça créerait des gammes plus fortes qu'elles n'ont jamais été parce que globalement, comme tu le disais, hein, ça a toujours été un peu le problème. Le Predator, le Rhino, le Land Raider, c'est le même kit avec des rangées de piques et c'est un peu dommage. Après, ça se justifiait à l'époque parce que il fallait rentabiliser le truc. Aujourd'hui, il y a une puissance tellement hégémonique chez Games Workshop qui pourrait se permettre d'aller vers ça, ou alors de retirer complètement peut-être ces options-là et de proposer vraiment des véhicules qui seraient nouveaux, que des machines démons, mais peut-être de transport, tu vois. Enfin, je trouve que ça serait une piste qui est Bah intéressante. ouais, redesigner ces vieux châssis. Ouais, Et c'est vrai, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulèves. En fait, dans la gamme, on sent que quelque chose qui est venu perturber fortement la gamme Space Marine du Chaos, ça a été la primarisation bah ouais. du côté des gentils. Parce que cette primarisation, elle a donné lieu à des changements de taille, à des changements d'échelle, à un refaçonnage quelque part du design des véhicules. Donc ça, c'est venu perturber un peu le truc. Par exemple, si on prend les Chaos Terminator, eh bien, naturellement, ils ne sont pas encore alignés sur ce qu'est la nouvelle armure Terminator côté loyaliste. Ouais, Donc, à vrai dire, là-dessus, c'est vrai que tu as raison. Une bonne décision, ce serait de prendre le truc à l'envers. de C'est trancher, OK, du côté, ouais, du côté Primaris, on a tous ces nouveaux véhicules hyper modernes, impulsor, répulsor. Pourquoi pas, du côté de l'œil de la terreur, reprendre, comme tu dis, les châssis existants sous leur forme Horus Heresy et carrément de les démonifier. ouais. Par exemple, on peut imaginer un Predator qui prendrait un peu des contours complètement mutants, voilà, dans le même esprit qu'un Meta Brutus, par exemple, mais ça pourrait être excellent. C'est vrai que les perspectives à ce niveau-là, elles sont nombreuses et on ne sait pas trop ce que Game Workshop fera à terme des blindés côté Black Legion. Ouais, j'espère J'ai qu'ils souvenir d'un truc drôle, c'est que à l'époque j'avais acheté à l'époque tous mes blindés Space Marine, tu vois, en V3, je les achetais en KO parce qu'en fait pour le même prix j'avais des grappes avec des petites piques et des crânes, tu vois. ouais, bah ouais. C'était le même prix, quoi, c'est débile. Bah ouais, ouais, c'est rigolo. Après, effectivement, je pense qu'il y aura une décision à trancher à l'avenir. Et ce qui a changé entre-temps, outre les Primaris, c'est aussi le développement de la gamme, notamment DevGuard, où tu vois qu'on a des Terminators qui sont basés sur les cataphracties, tu vois, des choses qui rappellent plus Ouais. le lore plus général de Warhammer 40 000. Et je regrette finalement que, tu vois, le Metabrutus soit encore sur un modèle de Dreadnought actuel, les Terminators aussi. Alors après, dans le lore, ça a plus ou moins de sens, parce qu'on sait que c'est des pillards, pardon. Donc en fait, ils vont réutiliser du matos, corrompre du matériel. Mais du coup, je pense qu'une belle opportunité de représenter cette espèce de côté un peu boogie-boulga d'armure, c'est encore d'aller piocher dans la gamme KO, mais aussi dans la gamme Horus Heresy, peut-être dans la gamme DevGuard. Tu vois, il y a l'occasion de faire des trucs vraiment cool. Ou même, là, je sais que j'ai un kit de Rubricae Thousand Suns, tu vois, Ouais. qui seront des marines du chaos inféodés à Tsench, mais pas des Thousand Sons à proprement parler. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire en multipliant les gammes. C'est un peu l'intérêt de la Black Legion. Peut-être que d'autres légions ont une dimension beaucoup plus forte au départ, type tu joues Nightlord, bon bah tu vas avoir du Raptor, tu vas avoir des mecs avec des casques de chauve-souris, quoi. Mais et des trucs rapides en fait. La Black Legion elle est organisée de telle sorte qu'elle est un peu de tout.
Et je voulais terminer sur les figues peut-être avec ça, c'est-à-dire qu'un autre pan du développement de la gamme KO, je pense aussi pour distinguer les gammes des loyalistes, c'est on a eu, surtout via Kill Team, mais pas que, des cultistes, et notamment en choix de QG pour faire des armées quasiment exclusivement composées de cultistes, qui a toujours été plus ou moins un gameplay, mais semblait un peu étrange dans certaines listes, type t'as Abaddon et 60 cultistes. Donc maintenant, t'as un truc un peu plus cool qui te permet de jouer du Warbbearer ou de l'Alpha Légion, t'as des Zombettes en Kill Team, t'as du Garde Renégat. Donc on sent qu'ils ont poussé sur Ouais. tout ce qui est autour des marines du chaos, mais la Black Legion, à la fois, elle s'allie avec plein de gens, mais à l'origine, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, une légion presque au sens romain du terme, le fantassin un peu lourd qui vient impacter l'ennemi et juste le laisse en pièces, quoi. Et donc quelque part, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, une collection Black Legion, et elle peut prendre beaucoup de formes et se développer dans plein de directions différentes, un peu comme une collection ultramarine. Bon, certes, t'imagines le côté un peu universel des ultramarines, mais si d'un coup t'as une armée avec, je sais pas, 30 Terminators, c'est la première compagnie, tu vois, ça passe. Il y a pas ils ont à la fois une identité très forte, la Black Legion, mais la possibilité, de par leur côté vraiment très organisé et populeux, quoi, de donner des opportunités pour des développements plus intéressants. Donc il y a peut-être des gens qui nous écouteront et qui diront ah, moi j'ai envie de représenter la Black Legion dans le côté expert, je prends que du Chosen, et en troupe j'ai que du légionnaire qui a été recruté, pas du légionnaire, du cultiste, tu vois, ou des Undead, des trucs comme ça. C'est faisable aussi. Ouais, bah, de toute façon, c'est une faction qui est un peu riche comme l'enfer en termes de gameplay. C'est ça. Le codex V10 lui rend parfaitement hommage là-dessus. C'est que voilà, une Black Legion, ça peut prendre la forme de l'équivalent de la première compagnie, donc les Justérins. C'est comme ça que ça se dit, hein, je crois. Ouais, Justerin ou Justerine, je sais pas comment on prononce, ouais, mais ouais. Justérine, ouais, donc vous pouvez très bien choisir de jouer un détachement full Terminator. Vous pouvez choisir de jouer une horde de cultistes menée par cette espèce de démonologue, là, je me rappelle plus son nom. Ouais, l'apôtre noir. L'apôtre noir, c'est exactement ça. Ou alors, pourquoi pas, une faction qui est beaucoup plus axée autour de la machine démon qui sort des entrailles d'une forge warp. Bref, c'est gros tout ça. Et donc, en termes de filles, bah ouais, les projets peuvent prendre n'importe quel visage. Moi, j'avais rencontré l'année dernière un type qui s'était fait une petite armée avec son lore perso. C'était tout simplement des Sons of Horus qui n'ont jamais retrouvé le chemin de l'œil de la terreur. Tu vois, les mecs, qui se sont perdus dans une tempête, et du coup, bah, ils jouaient ça comme ça. Donc, il avait pris pour base des figurines Horus Heresy, tu vois. Il les avait peints avec le schéma Sons of Horus, donc en vert. Cependant, bah, il les jouait en Contaz Black Legion, et c'était tout à fait sympa. Donc, gros projet modélisme, tu vois. Il avait ses armures Terminator qui étaient toutes en Tartaros, par exemple. C'était excellent, quoi. Tout simplement excellent, quoi. Si on était inspiré sur une émission Iron Warrior, du coup, qui était un peu dans le même esprit, c'est que cette légion qui s'est perdue en chemin, qui n'a jamais su retrouver ses potes, et du coup qui est resté dans son jus, dans ses armures vieilles de 10 000 ans, ça peut être une idée très sympa aussi. Clairement. Et donc, on va poursuivre, si tu veux, du côté du modélisme et de la peinture. Donc, du côté modélisme, je pense, finalement, on a déjà parlé un petit peu. Yes. Toi, quelles sont tes idées de conversion en termes de Black Legion, bien qu'on en ait déjà un peu parlé. Et surtout, concernant la peinture, comment tu t'y prends? Parce que là, on peut commencer à aborder un des gros problèmes de cette armée. Et je pense que toi, tu as dû le savourer, ce problème, lorsque tu as peint un Eldrake. Oui, effectivement. Alors pour la conversion, très rapidement, moi ce que j'aime bien faire, c'est jouer avec justement cette appartenance auprès des différentes légions qui existaient ou qui ont existé, ou même parfois juste un chapitre Space Marine plus moderne. Donc souvent j'aime bien me dire, tiens, je vais lui mettre un casque qui rappelle un peu les Emperor Children, et je vais imaginer que c'est un ancien Emperor Children. Donc par exemple, j'ai un champion comme ça qui va être un dueliste avec des cheveux assez extravagants et des épées Eldar pour qu'il se bat pour armes de corps à corps. Donc c'est beaucoup des trucs comme ça qui trahissent un peu, tu vois, les origines, le passé d'un personnage. Et je compte justement sur la peinture
pour uniformiser. Du coup, pour revenir au théorème un peu Eldrake, je pense que ce que tu voulais dire, c'était le fait qu'on ait énormément d'enluminures. Je sais pas comment on appelle ça en français. En fait, en anglais, ils disent le trim. On appelle ça les trims, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, le trim, ouais. Voilà. Effectivement, donc tout ce qui est autour des armures, pour moi, qui avait déjà fait 2 armées Space Marine du chaos, je savais que c'était un énorme blocage et un absorbateur de motivation assez puissant. Parce que mon armée Iron Warrior comme mon armée Worldbearer en avait souffert. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'invente une technique. Et c'est là où je suis content d'avoir débuté finalement cette armée assez tard dans ma vie de hobbyiste, parce que je pense que c'est la plus aboutie dans le sens où j'ai tout mis en place pour pour rendre ma vision réelle, si tu veux. Et c'est vrai que ma vision, c'était les kits, multiplier les conversions. Donc ça, à la rigueur, bah voilà, ce que je faisais, c'est que j'allais sur le marché de la figue et je pillais les occasions dans tous les sens pour accumuler de la matière pendant un certain temps. Bon, en mode pillard Black Legion, quelque part. Exactement. Ils procèdent de la même manière, hein, les mecs. Ils mettent à sac des planètes pour trouver des pièces d'équipement, quoi. Et donc, c'était un petit peu l'idée. Par contre, je savais que, ok, une fois que j'aurai les pièces, il va falloir que je peigne. Et je savais pas forcément si j'allais pouvoir obtenir quelque chose de concret. Et moi, ça allait plus loin même que les trims, parce que j'ai 2 problèmes dans ma vie. C'est que j'aime pas peindre les trims. Ça j'ai toujours pas réussi à m'en convaincre de l'inverse. Et j'aimais pas peindre le noir. Oh, putain, bah... Maintenant, j'aime bien peindre le noir, donc ça a changé. Donc là, c'était mal barré pour commencer la Black Legion. Ah bah attends, mais mec, c'était du suicide. Ouais, c'était très difficile. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que avant d'acheter les moindres figues, j'avais encore des figues, ou je sais plus, on m'avait passé des figues. Et je me suis dit, des marines du chaos, j'en ai plein, et je vais faire des tests. Et du coup, j'ai fait 2 tests à l'époque. Il y a une première piste que j'avais, c'était d'aller vers le côté, tu sais, métallique, mais via les contrastes. Ouais. C'est-à-dire faire un noir métallique. Ouais, carrément, bah un peu avec une même technique qu'on pourrait imaginer pour la Black Legion, c'est qu'une base métallique sur laquelle tu passerais, par exemple, une contraste noire ou... Ouais. Bah maintenant, il y a même une peinture Black Legion qui est une contraste et qui marcherait bien dans ce cas-là. À l'époque, elle n'existait pas. Ouais, bah je l'utilise comme un fou. Ouais, elle est très bien, elle est très très bien cette peinture. Mais du coup, ouais, à l'époque, elle n'existait pas. Il y avait le Black Templar et du coup, j'ai testé et ça m'avait pas apporté satisfaction et surtout, ça créait ce problème de quand tu dépasses avec tes trims, bah, c'est compliqué de retoucher, quoi. Donc, c'est un peu le truc qu'il faut faire en dernier. Donc, du coup, je me suis dit. Déjà, c'est compliqué et en plus, j'aimais pas le rendu. Je trouvais que le côté noir métallique était pas hyper visible. Donc, je me dis, ok, il y a une autre approche que j'aimais bien, c'était l'idée d'avoir un or vraiment bousillé sur les armures parce que j'imaginais pas le côté shiny sur du Black Templar. Et puis, j'étais quand même très inspiré par, étrangement, plutôt la V2 que la V3. Parce qu'en V2, il y avait des illustrations avec un noir très mat et en même temps des couleurs, notamment le rouge et même le fond jaune du codex, très tranché. Et j'aimais bien cette approche-là et aussi un peu l'approche John Blanche, Blanchisou et tout. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire le trim avant et de remplir ensuite à l'intérieur avec du noir, quitte à ce que ça soit un peu plus long, mais c'est quand même souvent plus facile de s'appliquer quand tu remplis quelque chose que quand tu dois faire les contours. Exactement. Donc toi, tu as choisi cette méthode-là. C'est ça. Et donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai développé pour que l'or et les métaux soient vraiment dégueulasses, une technique un peu étrange, c'est-à-dire que mes figues, je les sous-couche en noir. Ouais. Ensuite, le métal, je le barbouille d'un espèce de brun dilué, un lavis un peu maison. Ouais. Puis de orange dilué, je vais y arriver. C'est moi-même qui suis dilué à cette heure-ci. Ouais. Et après, pareil pour l'or, je fais un mélange de marron et de vert, surtout du vert. Ah putain. Et en fait, sur cette base-là, donc mes figues ressemblent un peu à rien au début. Hein, c'est du sous-couche noir avec des lavis dessus. Donc c'est très bizarre, on dirait une espèce d'aquarelle foirée. Très crado, ouais. Et du coup, après, je vais brosser à sec toutes les trims, donc en doré. Et par exemple les bolters ou d'autres, je sais pas, la côte de maille en métal, dans différents métaux, pour arriver vers un côté or très descendu, métal très rouillé. Et après, bah, je remplis. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, c'est ouf, parce que du coup, l'effet du métal est tellement saisissant et assez particulier, parce que c'est pas un rendu que vous pouvez obtenir en faisant par exemple un or très propre,
puis un lavis pour le salir. Ça restera toujours un or très propre en dessous. Donc là, c'est vraiment le noir qui est brossé. Donc c'est presque un noir brossé en or qu'un doré, Ouais, quoi. ouais. Et du coup, quand j'arrive à l'étape où généralement j'ai repeint le noir et il y a juste les métaux, les gens, ma copine m'a déjà dit, ah, c'est limite stylé comme ça, tu pourrais ne pas mettre les détails et ça crée un truc un peu artistique. Et en fait, c'était un peu l'approche. Et quand j'ai fait ça, j'étais en mode, alors trop bien parce que le trim, du coup, tu l'exploses hyper vite, et c'est super satisfaisant. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, vas-y, je vais le faire comme ça. Et je l'ai fait comme ça. Et du coup, c'est pas mal parce que j'ai quand même tendance à beaucoup batch paint. Et c'est vrai que trim 5 figurines, c'était très Ouais, ça compliqué. rend fou. Alors que tu vois, les noyer de la vie, puis les brosser, c'est un truc que tu peux faire même les soirées ou les sessions de peinture où t'es pas trop dedans. Ouais, ouais. Donc, tu peux en avoir 5 qui sont vraiment à l'étape 1 et d'autres où tu as déjà un peu retapé, tu commences à faire les détails. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis arrangé. Et une autre des idées que j'ai prises, une décision que j'ai prise, c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, de câbles qui se confondent un peu avec des intestins ou des organes dans la gamme KO. Ouais, bah, parfois, c'est le gros problème des gammes KO. Parfois, tu mets le truc sous ton nez, t'es pas foutu de dire est-ce que c'est un tuyau, est-ce que c'est une tripe, tu vois, Et du tu coup, comprends rien, quoi. tu regardes que jusqu'à la V9, ou en tout cas jusqu'aux nouvelles figurines V8, V9, ils peignaient ça dans des couleurs un peu pour trancher. Et en fait, ces dernières années, il y a eu un choix d'Heavy Metal où ils sont revenus là-dessus. Et en fait, c'est peint dans un gris presque noir. Oui. Et donc, ça se confond un peu avec l'armure et ça fait moins dégueu. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens se plaignaient depuis les Chosen de Dark Vengeance que tu avais vraiment des Marines mutés et qu'il y a certaines légions où c'est pas le cas. Ouais, ouais. Et donc, du coup, en les peignant dans des couleurs comme ça, t'as quelque chose d'assez plus, ouais, un peu plus uniforme si tu veux. Et moi, j'ai fait le parti inverse. Je me suis dit, tiens, pour moi, c'est vraiment des espèces de mutations cheloues de l'armure, mais je vais les peindre dans des tons chers. Parce que, et notamment Racar Flèche, qui est une peinture que j'adore Ouais, ouais. et qui couvre bien. Oui, En grave. fait, l'intérêt, Ouais. c'est d'avoir une peinture chère, mais qui couvre bien sur le noir. Et en fait, j'ai peint le truc et j'ai trouvé que le rendu était cool. Et après, dessus, je fous un contraste un peu dilué de Gilliman Flèche. Et après, des fois, je reviens mettre tu sais, des jus verts, marrons, tu vois, pour créer un peu de différence. Par exemple, s'il y a beaucoup de tuyaux, ça peut être sympa de les isoler avec des couleurs différentes, comme sur les machines démons. C'est un peu ce que je fais. Et voilà comment je me démerde. Bah, j'avoue, c'est pas mal du tout ta petite recette là, c'est vraiment pas mal, hein. Ouais, bah tu vois, je les ai bien conscientisés ces choix-là plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais pas trop populaire de fou sur Instagram avant ma Black Legion. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi avec ça. Et des fois, il y a des gens qui m'écrivent en disant ouais, le coup de peindre les tuyaux en chair, vraiment une dinguerie, etc. Alors qu'en fait, tu vois, pour moi, c'était même pas. Tu vois, j'avais pas forcément vu ça comme un truc assez logique, mais c'est vrai que je l'ai appliqué cette méthode un peu sans exception. Et ça marche assez bien. Et après, pour peindre le noir, j'ai appris à kiffer éclaircir le noir parce qu'avant, je l'éclaircissais au gris. Et en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus chiant. Euh, Ah oui, m'en parle pas, j'ai fait 3500 points de Ravengard comme ça, ouais. J'allais le dire. Et en fait, l'éclaircir dans des teintes bleutées, c'est quand même mieux. Alors après, le risque, c'est d'avoir une armure qui fait très bleu. Mais en fait, si tu restes sur un Dark Reaper et un Rust Grey, qui sont les deux sur lesquels je reste, donc vraiment des bleus-gris, c'est pas mal. Je pense que je vais pas sur le Thunderhawk Blue, par exemple, qui est encore trop bleu. Ouais. Mais je vais sur cette teinte-là. Et du coup, j'essaye aussi, parce que, tu vois, faire des éclaircissements, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Surtout, en fait, quand tu as un trim qui est déjà très stimulant pour l'œil, je trouve que refaire des éclaircissements entre ces morceaux de doré, c'est peut-être un peu too much. Et donc, en fait, j'ai plutôt opté sur quelques lignes à des endroits qui vont bien, et sinon des battle damage, en fait. Donc, je fais des espèces de croix, des petits points, des machins comme ça. Et globalement, du coup, ça m'a aidé à kiffer peindre le noir. Et je sais que l'année dernière, par exemple, j'ai pas un commissaire, tu vois, tout en moto noir et tout. Là, en ce moment, je fais des Stormcast avec des capes noires et je kiffe. Alors qu'avant, je Oui, bah ouais, détestais bah là, ça, quoi. tu t'es fait. Je pense que la peinture Black Legion, en fait, quelle que soit la technique choisie, je pense que c'est toujours très formateur. Et moi, j'ai toujours la même chose à te dire quelque part du côté des joueurs chaoteux, c'est que putain, vous mettez pas de couleur, les gars. Ouais. Combien d'armées chaos, si tu veux, je vois par exemple de loin. Et de loin, finalement,
tu as une sensation, tu vois, d'une grosse masse sombre, mais de laquelle rien ne ressort vraiment en particulier. Et moi, j'aime bien, du coup, sur la tienne de Black Legion, c'est que justement, cette couleur chair, donc le Rackard Flèche, par exemple, elle vient vraiment Tranché, ouais. trancher dans le vif, quoi. Ouais. Elle vient vraiment trancher dans le vif. Et moi, c'est toujours le conseil que je donne aux peintres chaotiques qui ont tendance, tu sais, à suivre un peu le schéma prédéterminé Game Workshop, qui est toujours un peu austère. Tu vois, la Death Guard, c'est vert sombre, un peu cacadois. Ouais. Les World Eaters, c'est rouge, brun, idem, très sombre. Je trouve qu'il manque toujours dans ces schémas traditionnels, tu vois, le truc qui vienne trancher. Dans ton cas, en tout cas, la couleur chair en Black Legion, ça marche très bien. C'est-à-dire que les mecs, on les voit de loin, quoi. C'est pas juste une espèce de masse sombre, informe. On pourrait très bien choisir, par exemple, un rouge très vif également, tu vois, ça marcherait aussi, quoi. Clairement, en fait, à la base, j'avais pensé à un rouge ou à un espèce de bleu. Et en fait, j'avais peint et Ouais. je trouvais que ça ramenait. J'ai fait des socles hyper ternes, j'ai fait les armures très noires, j'ai fait l'or très descendu. Et en fait, avoir les mutations trop présentes, c'était bizarre. Ça donnait un côté presque cartoon. Ça surcharge peut-être un peu, ouais. Ouais, mais en fait, la beauté d'avoir trouvé la chair, c'est que c'est une teinte qui finalement, dans des marrons, dans des noirs, etc., tranche sans rajouter une couleur qu'il n'y avait pas dans la figue, tu vois. Et ça, j'en suis assez content parce que je trouve que... Et je suis assez rassuré que tu les trouves bien parce que justement, en fait, moi, souvent, quand je les regarde, je me dis, putain, notamment par rapport à ce que je pense en ce moment, la garde ou les Stormcast, je suis en mode, waouh, je suis Ouais. vraiment... qui a éteint la lumière, quoi. Tu vois, il y a vraiment un côté Ouais, absorbant. c'est un peu l'éternel dilemme, hein, côté chaos, c'est que en fait, t'as du mal à imaginer Ouais, une armée chaos avec un schéma pétant, quoi. ouais, c'est clair. Les mecs, ils vivent dans le trou noir de la galaxie. Bah, ouais, évidemment, une Death Guard vert paume, t'as un peu de mal à te la projeter, mais néanmoins, en Ça vrai, marche en vrai, hein. des fois, ça marche, Ouais, quoi. ouais, c'est clair, Ça hein. marche, quoi. Donc, il y a pas longtemps, moi, j'ai vu une armée de Thousand Sons en mode bleu émeraude et éclairé avec le rose le plus acide et agressif possible. Mhm. C'était génial. J'ai vu aussi récemment une Death Guard qui tire carrément sur le jaune. Ben, ça marche de ouf. Par contre, bah, la Black Légion, Ouais, c'est un peu dur. t'es un peu figé, quoi. Ouais. T'es un peu figé, tu peux pas la faire autrement qu'en black. Et donc, une bonne piste pour améliorer le truc, c'est ouais, d'avoir recours à un éclairage bleu. Mm. Le noir éclairé en bleu, ça rend tout de suite super. Et comme tu l'as dit, c'est beaucoup moins triste que le gris, quoi. Ce qui est un peu l'école heavy metal, en fait. Ouais, moi, tu vois, si je devais peindre de la Black Légion, clairement, ben, j'hésiterais en vrai, hein, parce que ta recette de trim, là, je me rends compte que ça marche très bien. Mais en vrai, je pense que ouais, je partirais sur une base noire avec un petit pré-shading au bleu, tout simplement. Mm. Mais c'est vrai que la question du trim, c'est vraiment enfin, c'est vraiment la grande idée à avoir parce que c'est ça qui va déterminer comment vont se passer des centaines d'heures de peinture. Donc, j'avoue, cette option de faire le trim en premier et ensuite de remplir en noir, elle est quand même séduisante. Donc, toi, quand tu as rempli en noir, là, tu as utilisé quoi? Une encre noire, une contraste noire, donc la contraste Black Legion, quoi. Ouais, non, alors maintenant je le ferai à la contraste. Je l'ai un peu fait d'ailleurs Ouais. sur les Chosen. Euh, Mhm. mais du coup, à la base, c'était vraiment du Abaddon Black que je repassais, mais assez dilué, tu vois, quitte à faire plusieurs étapes pour que ça soit clean. Alors, c'est pas forcément du coup une étape, enfin, je peins pas mes Marines plus vite, mais parce que ça prend du temps hein, de remplir de manière appliquée, surtout quand tu dilues et tout. Ah, grave, ouais, ouais. Mais l'avantage, je pense que j'ai, c'est que c'est satisfaisant. Et que quand tu finis par voir ton noir émerger et le trim qui est propre, qui est déjà fait, tu sais que c'est fait, Ouais, ouais. tu te dis, ok, je vais éclaircir l'armure, je vais faire des petits impacts, je vais faire des trucs sympas. Alors qu'à l'époque où tu fais tout ton noir, tu fais le trim, tu vois qu'il faut refaire le noir parce que tu as foutu de l'or partout, c'est insupportable. Donc, genre vraiment, ça a cassé, moi, cette angoisse-là. Après, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, je mettrais peut-être moins d'éclaircissement parce que souvent je faisais avant vraiment chaque ligne et c'était un peu long. J'avais pas accès à la contraste Black Legion pour, par exemple, tu sais, quand j'aime bien notamment faire des éclaircissements assez épais mais les faire diminuer en couleur justement en passant un petit peu de Black Legion pour les affaisser, les mélanger, faire un fondu un peu plus clean. Et ça aide pas mal. Pendant un temps, j'avais pas ça, donc c'était vraiment du Black Legion, du Abaddon Black, pardon, dilué. Mais ouais, c'est un peu comme ça que je fais. Et puis après, le conseil, c'est que de toute façon, si vous optez pour une méthode un peu comme ça, votre trim travaille pour vous. Donc par exemple, un Eldrake où tu as des trims de zinzin en forme d'éclair,
tu vas pas aller peindre l'intérieur des écailles. D'ailleurs, même la version heavy metal, ils ont pas fait des éclaircissements, ils ont fait des petites. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Ah ouais, non, mais là, il y a de quoi devenir fou, hein. Ouais, non, sur les véhicules, tu fais beaucoup plus rapide, quoi. Franchement, tu te prends pas la tête. Et c'est vrai que le contraste Black Legion, j'en ai déjà parlé hein, dans mon émission sur la peinture contraste, il présente une caractéristique, c'est qu'il est couvrant Ouais, de fou. Donc déjà, en fait, sa viscosité et sa liquidité, non pas sa liquidité, ouais, non, sa viscosité va lui permettre déjà dans cet exercice de remplissage de forme d'être très performante parce qu'elle va couler naturellement le long de la paroi. Et d'autre part, en vrai, sa couvrance, elle est mais maximale. Et cette contraste-là, quelque part, c'est une fausse contraste parce qu'elle est complètement occultante. ouais. Et imaginez, donc moi, par exemple, j'avais rencontré un gars qui avait peint des Thousand Suns comme ça, c'est-à-dire que le gars les a sous-couchés en or, et ensuite, il a rempli les formes avec du contraste Black Legion. Donc lui, il avait des Thousand Suns noirs, quelque part. Ouais. Bah, une couche suffit. C'est-à-dire, même si tu as de la métallique derrière, même un or hyper pétant, bah, la Black Legion, elle occulte en une couche tout ce qu'il y a derrière. Donc, quelque part, n'est-ce pas là la meilleure solution? Ouais. En vrai, je pense que ouais. En vrai, je pense que ouais. Franchement, c'est une des bonnes options et je l'ai juste testé sur les derniers Chosen que j'avais fait, mais je l'avais pas utilisé pour couvrir parce que je crois que j'ai pas l'habitude, mais j'avais vraiment bien utilisé, tu sais, pour corriger, pour retaper, c'était quand même pratique parce que c'est liquide, ça va bien dans le creux, et c'est pareil, si tu dépasses, bah tu fous un petit coup de sopalin ou même ton pouce et puis hop, ça s'en va, tu vois, donc c'est quand même pratique. Bah, très bien, bah oui, je pourrais qu'encourager, je pense, les gens à aller vers cette technique-là qui vous épargnera bien des heures de prise de tête, hein, parce que là, à l'échelle d'une armée, faire des trims en or, C'est chaud. c'est des dizaines et des dizaines d'heures, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu de la partie figurine, modélisme, peinture. Alors là, j'ouvre une rubrique qui potentiellement peut prendre une vie. Il s'agit du lore. On va parler du lore de la Black Legion. Eh bien, ce lore-là, les gars, putain, il est monstrueux parce qu'on va tout simplement aller des Sons of Horus et donc de l'ère du premier primarque retrouvé, Horus. Tout ça, ça va s'étirer jusqu'à l'ouverture de la Grande Faille. Donc là, on a plus de 10 000 ans de lore bien rempli. Un lore qui, moi, finalement, quand je le regarde dans sa globalité, ce qui me plaît le plus, c'est la dualité entre Horus et Abaddon. Ils sont très similaires, ces deux petits gars, en termes de puissance, en termes d'aspect également. Mais par contre, on a vraiment deux pans de la guerre complètement différents. L'un, le premier, s'est abandonné totalement aux puissances de la ruine. Abaddon, là, du haut de sa 13e croisade noire, bah lui, les forces du chaos, quelque part, il les tient en laisse. Donc, ce lore infiniment riche, toi, tu le vois comment? T'as envie de commencer par où? Là, t'es le seul maître à bord, hein. Bah, tu l'as déjà quand même bien résumé. Je pense que de toute façon, au cœur du lore de la Black Legion, il y a Abaddon, qui est un personnage super intéressant, réécrit aussi un peu rétroactivement au sein de la saga de l'Hérésie d'Horus, vraiment comme le personnage qui émergeait dans la Griffe d'Horus. Notamment, je suis Oui. assez persuadé que Hamnet et Boden ont beaucoup travaillé sur ce personnage pour Saturnine et Echoes of Eternity ou même la Oui. fin en fait The End and the Death où on a vraiment Abaddon qui est un des gros joueurs en fait de cette intrigue là. Ouais, durant tout le siège de Terra, il fait partie du Ouais. casting principal, quoi. Vraiment, il est omniprésent, Et quoi. vraiment, on a cette incarnation-là qu'il a un petit peu au début. Hein, il est présent dans le premier bouquin de l'Horus Heresy. C'est le premier capitaine des Sons of Horus. C'est un gars assez pragmatique, dont on apprend que lui-même, avant d'être un Space Marine, aurait pu être le roi d'une sorte de tribu, mais que c'est un honneur qu'il fuyait ou qu'il a refusé. Je sais plus exactement, mais il y a déjà une première, comment dirais-je, un premier indice sur quelle va être sa destinée, c'est que c'est un peu le roi à la fois couronné et sans couronne, Abaddon. C'est-à-dire qu'il refuse la couronne, elle Ouais, est ouais. toujours un peu au-dessus de sa tête, mais il refusera tant que son devoir n'est pas atteint de la porter.
Et il y a quelque chose de l'ordre du caractère, de la force de caractère, en tout cas chez ce personnage-là, qui du coup manœuvre entre des choses qui le dépassent, et notamment à l'époque de Loris Hérésie, et notamment dans le siège de Terra. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment tragique et shakespearien, quoi, qui est capable alors que c'est un peu l'enfant chéri d'Horus, c'est un peu même son clone par bien des aspects, c'est-à-dire que c'était une théorie populaire il y a quelques années, comme quoi Abaddon en fait était un clone d'Horus parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qu'ils ont plus ou moins la même destinée. Il y a une histoire de clone d'Horus aussi actée dans le lore de Warhammer 40 000. Donc pendant longtemps, les personnages se confondaient presque, et ça participait peut-être quelque part aussi à l'absence peut-être d'intérêt de ma part pour Abaddon. Et puis après, tu as revu pas mal d'éléments se sont ajoutés et ont commencé à faire sens. Moi notamment, il y avait cette réplique que j'ai toujours adorée, Horus était faible, ou Horus était je sais plus trop quoi, mais il tenait la galaxie entre ses mains et la laissait s'échapper. Ça, c'est une citation d'Abaddon qui est là depuis la 3e édition, et je comprenais pas trop, tu vois, cette dimension-là. Notamment parce que l'hérésie d'Horus, ça n'existait pas en roman, donc on savait pas vraiment qui était Horus en tant que personnage, quel était l'écart entre les deux. Ouais, à l'époque, c'était très, très. On n'avait aucune vision Ouais. vraiment sur l'exactitude du déroulé de l'hérésie d'Horus et du siège of Terra. On n'en savait trop rien. Ouais, et c'est ça qui était intéressant, enfin c'est ça qui est super intéressant avec Abaddon et la Black Legion spécifiquement, c'est que je pense que c'est l'une des factions qui a le plus bénéficié de ce Warhammer 40 000 moderne et étoffé rétroactivement en fait quelque part, parce que effectivement on a changé le passé, on l'a densifié, et ça a informé un peu le présent. Et la Black Legion, qui était une sorte d'avatar un peu suprême des légions renégates, en disant ouais, eux ils continuent de se taper dessus, ils ont quand même une sorte de rigueur martiale, ils ont des ambitions, c'est pas forcément juste des bandes rivales qui zonent comme ça et qui sont des pirates, un peu comme les autres factions du chaos. Ouais. Et donc du coup on le savait ça, mais ça prend une toute autre dimension quand on sait par exemple que Abaddon c'est un personnage qui est capable de passer dans le dos de son père au bout d'un moment pour que la gloire finalement de la victoire sur Terra revienne aux légions et pas aux démons. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre vraiment d'un personnage pas anticlérical, mais il y a vraiment un truc de l'ordre de la volonté, quoi. C'est un peu un personnage très enfin je sais pas, par moments c'est presque philosophique, quoi. C'est de se dire en tant que eux c'est des surhumains. Mais il y a quelque chose de très humain chez Abaddon, c'est l'homme qui doit construire sa destinée et personne ne doit l'arrêter. Et lui qui a été aveuglé pendant tant d'années par la grandeur d'Horus, se retrouve être un peu le premier trahi, quoi. Et je sais que pendant longtemps, en fait, cette approche-là m'a laissé dire, je donnerai pas l'exacte réponse, mais on savait que les boucliers du Vengeful Spirit, donc le vaisseau d'Horus, avait été baissé au dernier moment, permettant à l'empereur d'affronter Horus. Dan Abnett en a fait quelque chose d'assez complexe dans ses bouquins, sans trop en dire. Mais pendant un temps, moi, je m'étais demandé, est-ce que dans la série de romans, ils vont pas juste montrer que Abaddon, il force ce combat pour quelque part retrouver un peu son père, tu vois, pas l'esclave du chaos, mais vraiment le combattant qui va sur le terrain et montre par l'exemple. Ouais, ouais. Ce qui est beaucoup Ah, Abaddon. ça aurait pu être une éventualité, Ouais. hein, mais non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment Horus qui ouvre lui-même le piège, Effectivement. la boîte de Pandore, quoi. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment ce personnage. Alors après, là, c'est mes déformations professionnelles de narrative designer, tu vois, d'essayer d'aller chercher des intrigues là où il y en a pas. Ouais. Mais effectivement, ce personnage a quand même beaucoup évolué et est devenu chez Bowden cette espèce de figure tragique qui, après l'hérésie d'Horus, les légions se sont retournées contre les Sons of Horus, portés responsables de l'échec collectif de la défaite sur Terra. Et donc, du coup, Ouais. ils sont traqués, éliminés, leurs leaders sont tués, et donc Abaddon se réfugie avec l'épave du Vengeful Spirit quelque part dans le Warp. Et vraiment, La Griffe d'Horus, c'est un bouquin sur est-ce qu'on a besoin d'Abaddon, est-ce qu'on le rappelle pas, c'est un peu elle a été reforgée du Seigneur des Anneaux, tu vois, genre, il faut aller retrouver cet artefact, dans l'occurrence, ça c'est un personnage, pour redorer, sans mauvais jeu de mots, l'image de la Légion et continuer le combat. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la camaraderie qui naît chez ces différents personnages et qui se disent, le mec ultime, le personnage ultime, c'était
Abaddon, et c'est une force de la nature, quoi. Et vraiment de la nature, pas des dieux, pas quelqu'un qui a été boosté par Ouais. quelque chose d'autre. Et du coup, il faut le retrouver. Et j'ai rien que des frissons à imaginer certaines scènes là qui sont dans le roman et à les revisualiser. Notamment une où on a un personnage de Thousand Sons qui a un certain nombre de rubriques qui sont inféodées à sa volonté. Et quand les rubriques, qui sont du coup plus que des esprits dans une armure, des automates, voient Abaddon, il nous est raconté que le sorcier perçoit chez eux quelque chose d'humain, comme s'ils reconnaissaient à qui ils avaient affaire. Donc ce genre de scène un peu de branlette intellectuelle, mais c'est incroyable, quoi. Tu te dis, quand tu es dans le lore, tu sais que les mecs, c'est des fantômes un peu tout pourris dans leur armure, les pauvres, ils se sont fait effacer la gueule. Et là, ils voient Abaddon et il y a quelque chose, ils retrouvent eux-mêmes une part de cette camaraderie, de cette fraternité perdue par effectivement les légions du chaos qui se sont battues entre elles, donc vraiment un fratricide. Un patricide avec aussi beaucoup de champions, Karn ou Abaddon, qui se sont retournés d'une manière ou d'une autre sur leur père, leur primarque. Et puis il y a aussi de toute façon l'extermination par Gilliman et les autres des perdants en fait, qui ont été traqués jusque dans leur dernier souffle, leur dernière demeure, l'œil de la terreur, quoi. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la victime qui d'un coup se ressaisit, quoi, chez Abaddon face à d'autres. C'est assez intéressant parce que c'est un personnage très distant dans la Griffe d'Horus qui reprend très vite du service dans Black Legion et qui devient un peu ce commandant, ce maître de guerre, donc il hérite du titre d'Horus. Et Ouais, c'est ça, hein, il devient le nouveau maître de ouais. guerre. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il va mener, pour résumer 10 millions d'histoires, comme tu le disais, ce qu'on appelle des croisades noires, c'est-à-dire en fait ce qui était au départ plutôt des espèces de raids avec des proportions très différentes. Donc il y en a qui sont gigantesques, notamment je crois que c'est la 12e, c'est la guerre gothique, donc tout le setting de Oui. Battlefleet gothique. Donc qui est énorme avec les Blackstone Fortress, des trucs de zinzin, etc. Mais globalement, il y a aussi des croisades noires qui sont juste des incursions dans l'espace réel où ils vont voler du patrimoine génétique, détruire une cathédrale dédiée à un saint. Enfin, tu vois. Ouais, il y a plus, il y a plus des croisades qui sont menées un peu en mode opportuniste. C'est pas c'est pas des grands plans de bataille Ouais, c'est ça, c'est plus des longuement petits prévus à raids l'avance, quoi. ponctuels, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tard, en fait, ces croisades noires, on savait qu'il y en avait 13, on savait pas quelles étaient. Et en fait, elles ont été écrites à l'occasion du supplément Black Legion qui a dû sortir en 7e édition, à l'époque où il sortait plein de bouquins. Il y en a eu pour les Iron Hands, les Imperial Fists, etc. Et du coup, il y a eu le lore de chacune de ces croisades. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, même si elles étaient détaillées, certaines paraissaient étrangement petites. Et plus tard, on a appris quand finalement Games Workshop a enfin passé la seconde et a détruit Cadia, et donc on est arrivé sur la fin de la 13e croisade. En fait, on a appris que chacune de ces croisades avait quelque part un peu servi les dessins d'Abaddon. On ne sait pas exactement toujours comment, mais il y a souvent quand même un petit élément de fluff qui ne trompe pas, notamment peut-être des connexions entre la technologie Necron et d'autres et la destruction de Cadia qui est emportée par l'œil de la terreur qui explose, qui est plus contenu, etc. par tout ce qui est en fait anti-warp et qui vient de la technologie Necron. Il y a des petits clins d'œil à ça. Il y a effectivement affaiblir certains chapitres Space Marine qui auraient pu être décisifs, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant, surtout que souvent l'histoire c'est un peu Abaddon ou Abaddon, je sais jamais comment on prononce, mais moi je dis Abaddon. Ouais, moi aussi, Abaddon, ça sonne bien. Et du coup qui roule un peu dans la farine les mecs qu'il va utiliser, c'est-à-dire que il s'allie avec des maîtres avec d'autres un peu prétendants aux maîtres de guerre, puis il va au final prendre leur place, s'imposer. Il va en recruter d'autres, mais les placer à un endroit où il sait qu'il pourra les contrôler. Il promet des âmes ou des corps à des puissances du chaos, type prince démon de corne, ce genre de choses qui sont vraiment des démons, pas d'anciens marines. Et il mène un petit peu ses plans comme ça, un peu sur un espèce d'échiquier cosmique qui est assez rigolo parce qu'effectivement ça se passe sur 10 000 ans, mais dans Black Legion on voit leur première sortie dans l'espace réel et je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'effroi et du choc quelque part de qu'est-ce que l'Imperium est devenu et comment eux vont pouvoir y faire quelque chose ou non. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette dimension-là qui, du coup, donne naissance à cette longue guerre dont je parlais en intro. Et la longue guerre, c'est ça, c'est l'idée de faire payer l'Imperium
pour l'échec et pour quelque part, la désillusion dans laquelle il s'est bercé, de dire, bah voilà, l'empereur est un dieu, ça fonctionne comme ça, l'humanité, il n'y a qu'une seule solution. Les Marines du Chaos sont des personnages assez affreux, mais géniaux dans le sens où ils font des trucs horribles, des trucs inhumains, mais ils sont persuadés qu'ils le font pour les bonnes raisons. Et spécifiquement Abaddon et la Black Legion, ils sont comme ça. Ils sont persuadés qu'ils sont entitled, comme on dit en anglais. Ils sont vraiment obsédés par leur mission à un degré de fanatisme qui rappelle plutôt les impériaux, en fait. C'est-à-dire que c'est pas pour Oui, oui. devenir un prince démon. C'est deux versants de la même pièce. Ouais, c'est vraiment pour se venger parce que la vengeance elle-même est un message en fait. Et du coup, il y a vraiment un truc de l'ordre du retour, de la revanche. C'est des personnages extrêmement revanchards comme ça qui nourrissent une haine depuis 10 000 ans, qui ont l'intention de prouver à l'Imperium qu'il avait tort. Et si ça veut dire limite exterminer tout le monde et reposer sur un tas de cendres, eh ben ils auront prouvé au monde que l'Imperium avait tort. Et tant mieux. Il n'y a pas de fin quelque part après. Il y a un côté extrêmement chaotique dans ce sens-là chez cette faction, plus que les autres qui peuvent paraître être un peu des pantins en fait. Et Abaddon, c'est ça qui est intéressant. C'est un personnage qui reste à la merci des dieux noirs, mais qui leur refuse c'est ça aussi la force de caractère dont je parlais. Ouais, il refuse la vassalité, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, il porte une espèce, du coup, d'une marque du chaos ascendant, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, voilà, l'idée qu'il est universel, ouais. qu'il est finalement proche de ces quatre divinités, mais qui ne donnera jamais l'avantage à l'une ou à l'autre pour pouvoir garder son âme quelque part. Et c'est un personnage qui est très très cool, et je pense que à l'heure où on en est dans cette saga de la Black Legion, que Aaron Dembski-Bowden n'a jamais décrit comme une trilogie, donc je pense qu'il a plus de bouquins sous la pédale. Malheureusement, c'est un auteur qui souffre pas mal niveau santé mentale et qui, je pense, avait le bouquin de L'Horus Hérésie a terminé en premier. Ah putain, mais je savais pas ça, tiens. Ouais, c'était pas mal. Bah, il s'était retiré depuis des réseaux sociaux, mais il en avait pas mal parlé. Et effectivement, je pense que c'est un gars qui, tu sens qu'écrire, ça lui tient à cœur et qui met vraiment ses tripes dedans. Et ça se sent dans ses bouquins qui ont parfois un côté imparfait, mais vraiment un truc de l'ordre de si t'es dedans, t'es dedans. Il y a un truc, ces Marines du Chaos, ils sont touchants en fait. C'est ça qui est étrange, c'est qu'ils démembrent des gens. Ouais. Bah, je pense que c'est sa patte, hein. Dans la trilogie Night Lords, finalement, on découvre des Night Lords, mais avec beaucoup d'humanité néanmoins, quoi. Et c'est ça qui est magnifique en fait. Et je pense que ceux qui ont lu la trilogie Night Lord, mais pas les bouquins Black Legion, vous retrouverez un petit peu cette même idée d'ambivalence de personnages qui sont psychotiques, psychopathes, mais vraiment. Les Night Lords, il y a un côté un peu sadique, c'est-à-dire qu'ils aiment bien être un peu les méchants. La Black Legion, on se voit presque pas comme des méchants, en fait. Bien sûr, elle est tellement vaste, elle a recruté parmi les autres légions, elle a recruté parmi des chapitres Space Marine, parmi toutes sortes de marines qui viennent de différentes époques et de différents lieux de la galaxie. Donc vraiment, il y a des profils très variés. Tous doivent jurer fidélité à Abaddon et repeindre leurs armures en noir et or et oublier leur livrée précédente, c'est-à-dire quelque part renier aussi leur père. Il y a quelque chose de très très cool là-dedans et c'est pas pour rien du coup qu'une des premières actions de la Black Legion en tant que telle, c'est de tuer le clone d'Horus que Fabius, Bill et d'autres Emperor Children avaient voulu, ils avaient dérobé la dépouille d'Horus aux Sons of Horus dans cette espèce de vengeance. Donc là, je reviens en arrière. Et ils avaient voulu en faire un clone pour les mener, parce qu'ils étaient persuadés que c'était Horus le plus fort du côté du chaos et qu'avec un clone, on pourrait l'emporter enfin. Et vraiment, Abaddon va plonger ses griffes dans le cadavre, enfin dans le clone, et d'en faire un cadavre, parce que ça ne l'intéresse pas. Et j'avais toujours pareil trouvé ce plot du clone d'Horus complètement pété, et en fait quand je l'ai lu dans le roman non, c'est beau, hein. Franchement c'est classe, quoi. ça devient très très symbolique, tu vois, vraiment de dire non, Horus il est mort, on passe à autre chose, on était les Sons of Horus et on devient la Black Legion, et ils choisissent le noir pour la honte, quoi. Donc c'est à dire qu'il y a presque un côté un peu tu vois, c'est vraiment des mecs qui sont aussi durs avec eux-mêmes qu'avec les autres, mais il y a ce lien de camaraderie et de haine qui les unit que moi je trouve assez fascinant. Et après, il y a toutes les dimensions avec Abaddon a une sorte de cercle de seigneurs qui l'entourent, qui est extrêmement charismatique, donc issu soit de son ancienne légion, soit d'autres légions, ce qui est le cas dans les bouquins.
donc notamment Kion, qui est le héros de la saga, qui est un ancien sorcier Thousand Sun. Et du coup, il y a vraiment et c'est souvent des personnalités, parce que Bonon, il a le côté un peu mauvais élève, tu vois, il aime bien trouver des concepts un peu rigolos. Donc, t'as par exemple un Word Eater, mais c'est un Havok, et il aime bien se battre à distance. T'as un Word Bearer qui peut pas parler. Tu vois, enfin, t'as plein d'espèces de contradictions comme ça par rapport à l'image classique des légionnaires. Et en fait, il montre qu'au départ, c'est une espèce de refuge un peu de paria, quoi, la Black Legion, qui va petit à petit monter en puissance de par sa discipline, son autodiscipline aussi. C'est-à-dire que, voilà, je le disais, ils sont durs avec les autres, ils ont aucun problème à affronter leurs rivaux, mais ils ont aucun problème tu vois, à être aussi extrêmement exigeants avec eux-mêmes. Et je trouve que il y a quelque chose de twisté, mais enfin, tu vois, de rotor, mais c'est un peu la figure idéale de l'Astartes, tel que compris pendant l'hérésie d'Horus, sauf qu'il y a 10 000 ans de mutations et de problèmes qui s'ajoutent à leur vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment des personnages que je trouve plus complexes qu'il n'y paraît, et peut-être plus intéressant à creuser que, je sais pas, un Wordbearer qui serait juste fasciné par les textes et les démons du chaos, ou un Night Lord dont le plaisir c'est d'arracher des yeux à la petite cuillère, quoi. Donc j'aime beaucoup la Black Legion pour ça. J'ai fait un gros détour là, donc je sais pas trop si ça te parle niveau lore, si j'ai tout dit. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là oui, je pense que tu es en train de bâtir un petit solide édifice en la matière. Moi je ne prétends pas, tu vois, moi, je connais très bien les Sons of Horus, clairement, j'adore tout l'historique de cette faction-là. Ça a été le premier Primarque retrouvé. Honnêtement, tout le lore qui entoure les débuts de la Grande Croisade, où finalement Horus aura l'exclusivité de son père durant une trentaine d'années, ces batailles-là, putain, ça me tue, c'est génial. Donc, je suis nettement moins expert en Black Legion. Néanmoins, donc je n'ai pas lu le bouquin dont tu parles, donc Talon of Horus. Néanmoins, moi, chez Abaddon, il y a un segment que j'adore, c'est son duel avec Sigismund. Yes. C'est là, en fait, que j'ai... avec ce duel avec Sigismund, c'est là que j'ai compris, en fait. C'est là que j'ai compris que Abaddon, putain, mais jamais, finalement, il ne sera l'esclave de ce chaos. Dans sa tête, il reste un Astartes, Ouais. avec le code de l'honneur qui va avec la discipline qui va avec, et le fait, donc, ce duel qui était... un peu fair enough, parce que Sigismund était un bretteur de génie, et il a bien failli trucider Abaddon sur ce coup-là. Abaddon, néanmoins, remporte la victoire, non pas par une ruse du chaos, mais par tout simplement son habileté incroyable à la lame, quoi. Donc il finit par l'oxyre, et là en fait on voit que Sigismund, eh bien, il a droit à tous les honneurs du soldat tombé au champ d'honneur, tu vois. Ils lui font un petit cercueil, ils le mettent dans une pose terrible, hein, avec son épée, donc son épée de champion de l'empereur sur le torse. La lame noire, ouais. Ouais, la fameuse lame noire. Et là, tu vois que si je ne me trompe pas, c'est là que Abaddon, il inscrit un texte sur l'épée, Ouais. qui n'est ni plus ni moins que l'annonce de la Grande Guerre. L'annonce de la Grande Guerre à venir et de la première croisade noire qui en suivra. Ouais. Et ce morceau de l'or est immortalisé dans le deuxième bouquin. Donc si vous avez envie d'avoir ok. tous les détails, D'accord. ça vient en partie. Je sais pas si tous les détails étaient connus avant le bouquin, ou si c'est peut-être des trucs que toi t'as lu à droite à gauche, mais en tout cas ça se passe dans Black ce Legion. truc-là, honnêtement, je saurais plus te dire si ça vient d'un bouquin ou d'une vidéo YouTube ou de l'Omnis Bibliotheca. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est là que j'ai compris que Abaddon était un personnage mais formidable. Et suite à ça, c'est là que j'ai pu lire la série Siege of Terra, où là, ça a été un des trucs qui m'a le plus magnétisé durant cette lecture. C'est que au final, plus Horus devient puissant, eh bien, plus Abaddon, finalement, prend le pas sur lui en termes de raison. Tu Ouais, sais, c'est clair. Horus, plus il devient puissant, finalement, à la fin du siège de Terra, le mec est à 2 doigts de devenir un nouveau dieu du chaos, tu vois. Et malgré cela, malgré Abaddon qui lui reste simple soldat, il prend complètement l'ascendant sur son père
en termes de raison, de discipline militaire, tout simplement en termes de pragmatisme pur, qui en fera, je pense, une de ses plus grandes forces. Parce que lui ne dévie pas de ça. Il constate à un moment, il est sur Terra et il fait face, mais complètement atterré, à finalement cette grande victoire, mais une victoire qui va se faire avec des démons à leur côté. Et ça, Abaddon, il peut pas blairer ça, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez génial, le dégoût qui est immortalisé, et aussi il y a presque une dimension, effectivement, tu as parlé de code d'honneur, c'est grave ça, c'est un personnage qui est assez stoïque au final, et il y a vraiment cette idée, comme ça que je l'ai beaucoup interprété dans Saturnine, tu vois, il tente son coup d'éclat pour vraiment l'emporter, selon lui, ses termes. Ça fonctionne pas, et quand il s'en rend compte, c'est un personnage qui est démuni de fou, quoi. On sent que presque il aurait voulu mourir à ce moment-là, et par la suite, dans le siège, du coup, il fait pas grand-chose. Il faut qu'il retrouve d'autres personnages. Il est un peu taquiné par, j'ai perdu le nom de ce sorcier, c'est Layak, je crois, je sais plus, un perso. Personnage World Bearers, ouais. Layak, ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, il y a Layak, et puis il y a aussi après le bon Erebus qui est toujours quelque part, mais il est toujours un peu taquiné parce que on sent aussi que sa destinée de futur maître de maître de guerre du chaos est teasée, hein, dans ces bouquins-là. Oui, carrément, Mais ouais. il y a des parallèles qui sont vraiment très très cool entre les deux sagas littéraires dont on a parlé. Et il faut pas hésiter à lire les deux, et limite peu importe l'ordre en fait, parce que ça se répond assez bien. Ça a été fait à quelques années d'écart, et je pense qu'ils ont vraiment bien intégré le truc, et ça crée un personnage qui est vraiment multifacette, mais qui est assez consistant sur ces années d'évolution. Finalement, quand on le retrouve dans Talon of Horus, un peu perdu, un peu tout seul, isolé, comme une espèce de vieux guerrier qui philosophe, tu vois, une sorte de Ronin un peu perdu, et les autres qui sont en mode on vient te chercher, t'es notre honneur, c'est toi, on s'est trompé, t'avais raison. Et lui en mode bah ouais, mes frères, là, moi j'ai plus le temps pour vous en fait. Et au final, bon, il reprend du service, et on sait depuis que, pour le mieux, puisque du coup, il a réussi à casser son fameux œil de la terreur, couper l'Imperium en deux, ça c'est Abaddon aussi. Et puis désormais, il règne sous l'Imperium Nihilus, quoi, hein. C'est dans le dernier codex, le titre de Abaddon, c'est pas maître de guerre du chaos, mais maître de guerre de l'Imperium Nihilus. Donc presque un peu comme si c'était lui le leader de l'Imperium à ce moment-là, quoi. Ouais, il se dispute un petit peu le titre avec ce bon vieux Louis Dante. Et oui, ton ami. Et oui, mon grand ami. Et Abaddon, en fait, on peut noter aussi que lors de ces 13 croisades, il y en a certaines qui sont presque intégralement dédiées à quelque part au pimp. C'est là qu'il va s'équiper, le mec. Ah oui. Et entre autres, il va retrouver cette épée dans laquelle vit un démon du nom de Dracnien. Alors, je sais pas si tu sais qui c'est, Dracnien. Bah, du coup, il me semble que c'est l'épée, en tout cas, où l'arme est née du premier meurtre ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Il me semble que c'est un truc Ah comme ouais, ça. laisse tomber, c'est une histoire au grand cours. Et Dracnien n'est autre qu'un démon que l'empereur lui-même a affronté dans la toile lors du segment La guerre de la toile. Ah ouais, waouh, Donc, ça tu va vois, loin, du coup. Je savais même pas. ah oui, ce truc-là, mais ce truc-là est complètement beau gosse. L'épée d'Abaddon, mais laisse tomber, en termes de puissance, c'est... Ouais, et du coup, c'est très cool parce que elle avait des effets de jeu par certaines éditions qui étaient extrêmement puissants, et par d'autres, notamment, je crois en V8, c'était trop drôle quand il y avait eu le codex Genestealer Cult. Non, en V9. Ouais, je crois que le codex du culte est sorti avant le chaos. Et du coup, t'avais un truc qui faisait des blessures mortelles automatiques, et c'était tu sais, les foreuses Genestealer Cult que tu peux porter à la main, quoi. Oui. Et puis du coup, il y avait eu un mème, je sais plus, en mode qui vous fait des blessures mortelles, Abaddon avec son épée légendaire, dont le démon est né, tu vois, parce que c'est la première âme qui a été collectée après un meurtre. Enfin, tu vois, un truc un peu waouh, métal, edgy de fou et tout. Et comme tu dis, un démon qui ensuite a affronté l'empereur lui-même. Bon, lui, il fait pas de blessures mortelles. Par contre, t'avais Joe et sa Black Decker qui faisaient des blessures mortelles. Et du coup, c'était Ouais, bah, les règles, hein, les règles, toujours les règles. reflète pas toujours le lore. Ah bah non, c'est vrai que là, en fait, en termes d'échelle de puissance, actuellement, jouer Abaddon, ok, c'est un personnage à peu près 300 points. Mais dans des segments du lore, honnêtement, bah, je me rappelle durant la chute de Cadia, il y a un moment où t'as un vaisseau Space Wolf
qui approche de l'Arche Noire d'Abaddon, Ouais. tu pourras te dire, et donc Abaddon prend la décision de se défendre. Mhm. La défense, c'est quoi? C'est qu'il se téléporte avec 2 mecs sur le vaisseau des Space Wolves, mais il fait un carnage, il tue des centaines de Space Marines durant ce très très bref abordage. Dracnien, c'est vraiment, tu donnes un coup dans Tu l'air, déchires la réalité. le truc, enfin, tu fauches des âmes par dizaines, tu vois. Ouais. On est dans le délirant. Là, on retrouve un peu un des problèmes de Warhammer 40 000, c'est que les échelles de puissance sont difficilement représentables sur une table de jeu, quoi. A contrario, tu vois, dans Horus Heresy, tu peux jouer Horus sous sa forme ascendée, entre guillemets. Ouais. Là, le mec, il coûte 2000 points, tu vois. Oui, c'est clair, bah ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que tu fais bien de parler du loot et de l'échelle de puissance, parce que Abaddon, c'est un personnage qui est vraiment là pour le coup entre le cul entre deux chaises, mais je pense dans un côté assez génial. Là, j'ai vu que récemment Mortarion est passé à 300 points, Abaddon en vaut 280. Tu te poses un peu des questions sur qui est un Primarque et qui n'est pas un Primarque. T'as Dracnien ou Drachnien, peu importe comment on le prononce. La main gauche, c'est quand même la griffe d'Horus, littéralement l'arme d'Horus, quoi. Excusez du peu. Donc voilà, le mec porte quand même ça. Il y a toujours des trucs très 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 stylés autour d'Abaddon, et il y a vraiment dans cette échelle de puissance un truc qui est du genre l'humain ou le transhumain surhumain qui côtoie les demi-dieux ou les dieux, quoi. Il y a un passage du siège de Terra où t'as Abaddon devant les primarques démons qui dit à Fulgrim qu'il est la pute littéralement des puissances du chaos et tu te dis frère tu prends des risques quand même. Donc vraiment il est hautain comme ça, il est déter comme ça aussi, et il a un équipement qui a tout celui d'un primarque, y compris dans le côté un peu puissance, dans le côté un peu insolent aussi de puissance, mais également dans un côté touchant. C'est notamment dans le bouquin de Bowden qu'on apprend que pendant un temps, Sanguinius, en fait, il était un peu en stage auprès des Sons of Horus. Auprès d'Horus, ouais, sa formation a eu lieu sur le vaisseau amiral du maître de guerre, ouais. Ouais, et du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'on apprend le temps d'un flashback qu'en fait, ils étaient assez proches avec Abaddon spécifiquement, Oui. et qu'il y a presque une forme de camaraderie entre les deux, et t'as presque l'impression que Sanguinius, c'est un être comme les autres, tu vois, dans cette scène-là. Et c'est ça aussi, tu vois, ça ramène Abaddon sur une échelle de puissance enfin, il y a peu de personnages de Warhammer 40 000 quand même qui ont ce niveau-là tu vois, d'importance. C'est-à-dire que même les primarques démons, ils sont tellement puissants qu'ils côtoient pas, ils discutent pas, il y a pas cette saveur, tu vois, qu'on a chez Abaddon. En fait, pris objectivement, je crois que Abaddon, dans tout le lore de Warhammer 40 000, est le personnage avec l'histoire au plus long cours. Ouais, c'est clair. Il est là dès les débuts de la Grande Croisade, et actuellement, il est toujours là. Il y a des personnages qui ont une longévité, enfin un lore terriblement long, mais généralement, ils sont morts, tu vois. Oui, c'est ça. Abaddon, lui, il est là et il continue de mener la danse. Et pour la petite histoire, c'est même Abaddon lui-même qui, à l'époque, avait amené Sanguinius face à la 9e Légion pour leur première rencontre. Ouais, c'est cette séquence-là dont je parlais, ouais. Ouais, elle est cool. Donc, le mec, il est là depuis le début, quoi. Il pèse. Bon, eh bien Thibaut, je pense qu'on a quand même bien abordé le sujet, même si, franchement, on est sur plus de 10 000 ans de lore. On ne peut que gratter la surface en l'espace d'une petite heure. Néanmoins, on l'a vu, le lore de la Black Legion est intimement lié à celui d'Abaddon. Abaddon est vraiment l'artisan de cette Légion Noire, donc il a su, en fait, lui, préserver cette doctrine martiale qu'il a héritée de sa formation d'Astartes. Et à ce titre, eh bien, c'est un état d'esprit qu'on va pas mal retrouver en termes de règles. Donc ça y est, on ouvre le petit volet gameplay, stratégie, détachement, etc. Et à ce titre, dans le codex Space Marine du Chaos V10, on retrouve un détachement qui est intimement lié à la Black Legion et qui s'appelle tout simplement Vétéran de la Longue Guerre. Donc, ce qui est intéressant,
intéressant, c'est que dans ces règles, on va avoir pas mal de similitudes avec ce que sont les règles des Space Marines. Et quelque part, ça se fait de manière un peu déguisée. Par exemple, la règle de détachement, donc on passe du serment de l'instant à l'objet de haine. C'est Et ça. cet objet de haine, cet objet de haine, il a le même fonctionnement qu'un serment de l'instant, c'est-à-dire vous ciblez une unité sur le champ de bataille et face à lui, vous aurez la haine, ce qui va vous permettre de relancer tous les jets de touche. Et pour survoler assez rapidement ce détachement, à vrai dire, ce détachement, personnellement, je n'en suis pas plus fan que ça. Je trouve qu'il est quand même extrêmement générique. Néanmoins, s'il y a quelque chose à retenir de ces règles, c'est l'attrition. C'est clair. Là, on est vraiment dans des règles qui envoient la sauce. Vous allez pouvoir synergiser à la fois avec l'objet de haine et la règle d'armée qui est le Dark Pact. Donc là, le Dark Pact, on ne se prive pas de le jouer en Black Legion. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est une règle d'armée qui va aller très bien à certaines factions et pas du tout à d'autres. Je vois mal, par exemple, l'Alpha Légion, le Night Lord ou l'Iron Warrior faire des Dark Pacts. J'aime pas du tout cette règle d'armée. Je suis d'accord. Ah tu vois, ouais, on se retrouve un peu. En tout cas, pour la Black Legion, je trouve que ça fait sens. Je trouve que le Dark Pact, en fait, il résume un peu grossièrement l'idée gameplay qu'il y a toujours eu avec les Marines du Chaos, c'est-à-dire il y a toujours souvent eu cette approche un peu aléatoire. Ouais. Et l'aléatoire étant de moins en moins compatible avec le Warhammer 40 000 moderne, c'est pas si aléatoire que ça parce qu'on a les moyens de relancer, et si on a des problèmes, au pire on perd un Marines, c'est pas très très grave, mais du coup c'est vrai que ça synergise pas trop bien avec le lore de certaines factions. Après, moi je le vois peut-être, j'ai tendance à l'interpréter dans ma tête pas forcément de la même manière selon les factions. Par exemple, je vais me dire, en fait, un Dark Pact de l'Alpha Légion, c'est peut-être pas un mec qui va ouvrir tu vois, une faille dans la réalité avec un couteau magique, mais qui va peut-être charger des munitions spéciales de warp, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Il y a moyen d'interpréter, mais je trouve qu'il est un peu réducteur, en fait, et un peu ouais, c'est ça, ouais. Bizarre. Ouais, côté Iron Warrior, moi pareil, j'avais imaginé la chose sous des formes différentes, quoi. Tu vois, on va être plus dans l'activité liée à la forge du warp, l'amélioration de l'équipement, des munitions, etc. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut un peu se montrer... Faut ruser. Rusé, imaginatif par rapport à cette règle d'armée. Néanmoins, si je jouais Black Legion, ça ne me choquerait pas de voir une grosse unité de possédés foncer dans le tas en priant les dieux sombres pour améliorer, pour devenir complètement possédé et furieux, quoi, tu vois. Après, d'un point de vue purement gameplay, ça reste une bonne règle puisque ça booste vos chances de succès, en fait. Ça permet de débloquer du... Ouais, complètement, parce que quand on ajoute le Dark Pact à l'objet de haine, donc ce Dark Pact, il va vous permettre de faire du létal ou du sustain avec des jets de touche de 6, et bien avec l'objet de haine, tout ce qui n'est pas un 6, vous allez pouvoir le relancer pour synergiser au mieux. Donc là, d'office, on a cette idée d'attrition accrue. Et du côté des optimisations et des stratagèmes, eh bien, c'est un peu dans la même veine. Vous allez retrouver pêle-mêle de quoi faire des critiques sur du 5. Vous allez pouvoir... Il y a quand même des mécaniques intéressantes par rapport à l'objet de haine. C'est par exemple, à chaque fois que votre objet de haine est détruit, donc ce qui va arriver assez souvent, si vous mettez à un personnage une relique nommée l'œil d'Abaddon, vous jetez un petit dé et sur un 4+, vous regagnez un petit PC. Ça, c'est très sympa également. Il y a également un stratagème qui est très bon, qui s'appelle lire sans fin. Donc, on est toujours dans lire, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. un beau mot pour dire la haine, quoi. Et par exemple, ce personnage Hereticus Astartes, il va pouvoir, dans la foulée, quand l'objet de haine est détruit, dans la foulée, au sein de la même phase, il va pouvoir cibler une autre unité ennemie en disant, eh bien, maintenant, c'est toi l'objet de haine. Donc, tu vois, c'est une espèce de double serment de l'instant dans la même phase. Ça, c'est extrêmement puissant. Donc, on est vraiment dans l'attrition, clairement. Vous allez pouvoir donner à une unité un combat en premier.
Autant dire que là, on est sur le genre de truc complètement dissuasif. Et il n'y a pas que ça, vous avez également des petites mécaniques qui vont vous permettre d'avancer, battre en retraite, puis tirer et charger. Et vous avez également un strat nommé Expérience millénaire qui va vous donner un petit mouvement bonus durant la phase adverse. Bref, on est dans une espèce de trousse à outils globale qui, à mon sens, manque un petit peu... tu vois, de panache. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu joues Space Marine avec un détachement Gladius, tu auras cette espèce d'adaptivité stratégique, tu vois. Tu vas passer de doctrine en doctrine pour t'adapter au mieux à ce qui te fait face. Ici, on perd ça un petit peu pour faire face à un détachement qui ne présente quelque part que des bonus d'attrition et quelques petites feintes, quelques petits moves bonus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce détachement? Est-ce que déjà tu l'as joué ou beaucoup joué? Je l'ai pas beaucoup joué, mais je l'ai joué. Je l'aime bien dans le sens où il est facile à prendre en main. Il fonctionne bien avec la règle d'armée, comme tu l'as dit. Et aussi, si on s'intéresse vraiment au fluff, et on n'a pas forcément trop insisté là-dessus sur ma longue digression malgré tout, mais la méthodologie, les doctrines de combat de la Black Legion sont héritées des Sons of Horus, et c'est plutôt des mecs qui jurent quand même par le bolt et l'épée tronçonneuse. Et donc vraiment, la doctrine, c'est de dire assaut rapproché, donc fusillade très proche, et puis on termine à l'épée tronçonneuse, et on passe à la cible suivante. Il n'y a pas une idée de stratégie sur 14 tu vois, dimensions différentes avec des coups de maître. C'est juste, je prends une cible, j'extermine la cible, je passe à la cible suivante. Et en fait, le gameplay de ce détachement, étrangement, même s'il manque un peu de panache, je suis assez d'accord, représente bien la doctrine martiale de la Black Legion. C'est-à-dire, on va pas laisser de survivants, on va pas essayer de marquer, tu vois, des trucs type point de secondaire, etc. C'est que dans l'attrition et la bagarre. Et on a des outils qui sont quand même assez intéressants de ce point de vue-là. Notamment, ce que je trouve le plus intéressant, c'est Croisade Noire, le stratagème qui te permet en fait de te désengager et de pouvoir quand même continuer à tirer. Et Expérience millénaire aussi pour pouvoir te redéplacer. C'est des stratagèmes comme ça de surge, comme on dit, qui sont récemment ont été harmonisés là par Games Workshop, mais celui-là rentre pas dans le cadre de ceux qui ont souffert. Ouais. Je crois pas en tout cas. Ouais. Donc du coup, Non, c'est pas considéré comme étant un mouvement de surge, ça c'est plutôt un mouvement bonus. ouais, c'est ça. Disons que vu que derrière t'as pas de la bagarre, c'est juste du move. Mais en fait, j'aime bien ça parce que ça représente quand même une certaine forme d'adaptabilité qu'on a peut-être via les doctrines en Gladius par exemple. Ce qui manque un peu et qui a disparu entre la V9 et la V10. C'est que en fait en V9 on avait déjà on avait plus de stratagèmes, plus d'options, etc. pour ce détachement Black Legion. Et ouais, bien sûr. mais du coup il y avait vraiment une suprématie du Terminator et du Légionnaire. Ouais, je me souviens de ces gros packs de 10 Terminator, mais qui étaient proches d'être invincibles. Ouais. Là-dessus, c'était un petit peu dommage, mais il y avait un stratagème notamment qui te donnait, tu sais, le super obsèque avec une unité de Légionnaire. Et il y avait vraiment aussi la possibilité, il me semble, de retirer l'objectif secure à des unités. Donc il y avait une idée de jouer sur l'objet. Et du coup, c'était mi-attrition, mi-objectif contrôle. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est quand même deux choses assez explicites dont toutes les armées vont devoir que toutes les armées utilisent en fait. Donc, je pense que pour les débutants, c'est assez intéressant comme détachement. Et là, on n'a plus trop le truc sur l'OC qui a été un peu retiré. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est dommage parce que j'aurais bien vu un truc notamment pour booster les légionnaires parce que c'est une datasheet qui reste assez correcte. On pourra en reparler peut-être après, mais elle a un peu perdu de sa superbe, notamment face à des unités type cultistes qui font quand même beaucoup de choses et parfois font même carrément plus le café que des légionnaires, ce qui est quand même bizarre. Ça a toujours été un problème des codex depuis la V8. Mais voilà, intéressant. Après, c'est un détachement, par contre, qui ne synergise qu'avec les unités d'années exclues. Donc en fait, vraiment, c'est un détachement dans lequel on ne peut pas toucher aux cultistes. Les unités d'années, c'est quoi? Du coup, c'est les cultistes, etc. Hein. Ouais, c'est tout ce qui est cultiste, ouais. Donc la Dark Commune, les deux variantes de cultistes, etc. Donc tout ce qui est pas Space Marine, en fait. Ok, donc là, les règles ne synergisent pas avec ces unités-là. Ouais. On est vraiment sur une ossature Space Marine, quoi. Ouais, il n'y a aucune... ce qui est assez intéressant, parce que c'est une forme de restriction déguisée.
C'est pas marqué que t'as pas le droit d'en prendre, mais si t'en prends, bah Ouais. tu synergises pas. Et je trouve que c'est vraiment cool. Après, il me semble que par exemple le détachement à l'inverse qui est porté sur les cultistes, lui ne synergise pas non plus avec les Space Marines. Donc Exactement, ouais, il y ouais. a alors ou pas toujours, je ne sais plus. Mais du coup c'est pas mal. Il y a quand même une écriture qui est assez fine là-dessus. C'est pas forcément le détachement. Je pense que ça explique aussi peut-être pourquoi j'ai pas beaucoup joué KO ces derniers temps. C'est que c'est quand même très porté sur l'attrition. Et du coup, tu as besoin d'unités quand même assez burnées. Et j'ai pas forcément une liste avec 10 Terminator et 15 Chosen pour l'instant. Ouais, ouais. Donc, Là, c'est ça, ouais. Je pense que les meilleurs candidats à tirer parti de toutes ces règles, ça va être où est-ce qu'ils défouraillent fort, quoi. ouais, Le Terminator, le Possédé, le Chosen. C'est vrai que des unités plus anecdotiques, on va dire, comme les Raptors, par exemple, idem les Havoc. ouais, c'est un peu dur. Ouais, on sera moins bon. Je pense que là, ce qui va être très fort, c'est les unités de corps à corps, hein, Ouais, principalement. ouais, ouais, c'est clair. Bien que, voilà, tu prends une unité d'oblitérator avec les règles d'armée, tu vois, des oblitérators qui reroll tout, ça déconne zéro quand Ouais, c'est même, ça. hein. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas oublier que notre du coup gameplay principal, c'est de torpiller une unité après l'autre, et que globalement, quand tu arrives à être, tu vois, par exemple, tu as des objectifs au milieu de la map, le gars en face de toi va commit sur un objectif, et toi, tu as des unités à porter, tu as des terminators qui vont charger, ça peut aller quand même très très vite. Et ça peut fiabiliser. Après, je trouve que je préférais la version précédente de cette règle, qui était très forte en V9, mais qui, en gros, te permettait d'ajouter +1 au tir si tu tirais sur la cible la plus proche, ou Ouais. de +1 Ah oui, je me souviens, ouais. au corps à corps si tu avais chargé, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'était vraiment en mode, tu vas sur l'unit et tu lui fonces dessus. Là, c'est un peu, tu vas sur une unit, pas n'importe quelle unité. Mais ça rend aussi le jeu un peu moins létal, donc c'est quand même plutôt appréciable. Ouais, là, je me souviens en V9, je crois qu'il y avait un stratagème tout simplement intitulé Mort aux faux empereurs. Ouais, il était bien celui-là. Tu relançais les touches et les blesses, putain. Évidemment, le mec le fumait à chaque tour. Ouais, bah Oh là là, c'était compliqué, tu le quoi. fumais avec 10 Terminator, ouais, c'était n'importe quoi. Mais non, là je pense qu'ils ont un truc un peu plus léger, aussi bien dans l'ergonomie, tu vois, à prendre en main, que en termes d'impact sur la table. Mais ça reste au moins Ouais. assez. On n'en parle pas assez, parce que toutes les reviews qu'on consomme, c'est souvent beaucoup qu'est-ce qui est le plus fort. Mais ça, c'est très confort comme détachement. Tu vois, c'est vraiment, Ouais. tu as un truc, tu le fais bien, tu passes à l'unité suivante. Si t'as pas trop envie de te prendre la tête sur tes games, pour peu que tu aies un. Je pense qu'il faut construire du coup des listes un peu en mode, tu as un très gros noyau qui tape fort, et après le reste c'est pour faire du secondaire, quoi. Et puis peut-être des véhicules de Ouais, fond de ouais. cours, t'aider un petit peu de temps en temps, et puis voilà, quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas le meilleur détachement du Ouais, codex, mais non, ouais, c'est pas le meilleur détachement du collège, je pense, en termes de saveur principalement. Mais néanmoins, si vous décidez de jouer Black Legion, donc une armée Black Legion, elle peut prendre 1001 formes. Mais cependant, si vous faites le parti un peu de la collection à rallonge, c'est-à-dire avec beaucoup de machines démons, beaucoup d'infanterie, beaucoup de cultistes, beaucoup d'unités très punchy au corps à corps, eh bien, vous aurez toutes les armes en main pour aller vous essayez à d'autres règles, à d'autres détachements. Et donc, bah, parmi ce codex Space Marine du Chaos, il y a deux détachements qui sont un peu tout trouvés. C'est le détachement lié aux cultistes, voire le détachement pillard renégat. Hein, si vous avez choisi d'avoir pas mal de motos et de raptors, par exemple, vous allez kiffer jouer un détachement qui va vous permettre de faire une advance et charge sur toute l'armée. Il y a trop moyen de varier les plaisirs, quoi. Idem, si vous avez beaucoup d'unités à réacteur, rien ne vous empêche de vous essayer aux règles Night Lords, par exemple. ouais. Et pour finir, donc le détachement zélote pactisant, là, l'ennui, c'est qu'il faut une horde de cultistes pour... Non, je me trompe, les zélotes pactisants, c'est le détachement World Bearers. Le détachement cultiste, c'est culte du chaos, tout simplement. Là, par contre, il faut de la figurine. Ouais. Faut de la figurine qui va avec, Ouais, quoi. ouais. Là, c'est vrai que si vous commencez une collection Black Legion en partant du principe que vous avez joué le premier détachement dont on a parlé, ça sera utile dans les autres détachements, là où les cultistes sont vraiment utiles dans un seul détachement. Donc si tu te Ouais, ouais. lances dans la collecte, faut vraiment te dire que tu rentabilises un peu moins. Mais l'avantage de la Black Legion, c'est que le corps de chaque armée, peu importe, tu vois, Terminator et Légionnaire,
ça va fonctionner dans au moins 3-4 détachements correctement, quoi. Ouais, Voire ouais, même ouais, grave. très bien, par exemple, en pillard. C'est moi, je pense, le deuxième détachement, peut-être même celui que j'aurais tendance à jouer plus régulièrement, parce qu'il a des options de jeu qui sont aussi dans l'agression, qui représentent bien la Légion. Ça fonctionne très bien comme deuxième choix. Ouais, ouais, carrément. Bah, à condition de se trouver le moyen de bricoler des motos stylées, parce que là, c'est juste pas possible. Ouais, on aimerait bien avoir des motos à un moment, s'il vous plaît. Ouais, ouais, j'avoue, là, ça commence à traîner un petit peu en longueur. Donc, bah, en gros, une armée Black Legion, donc déjà, d'un point de vue de l'offre commerciale, je pense que c'est le projet KO le plus facile, honnêtement. Parce qu'il faut garder à l'esprit que cette gamme de figurines Space Marine du KO, telle qu'elle vous est présentée, c'est une gamme de figurines Black Legion qui ne dit pas son nom. Oui. Tout est à l'effigie de cette Black Legion. Ouais. Et là, ça introduit par exemple quelques problèmes. Par exemple, un gars qui va jouer Alpha Legion ou Iron Warrior, bah, en vrai, il n'a pas vraiment d'offre commerciale qui lui est dédiée et il va se contenter d'acheter des figurines Black Legion pour les peindre à ses couleurs. Donc là, il y a des choses qui, à mon sens, ne vont pas. Exception faite des Night Lords. Alors, un Night Lord, t'achètes des figurines Black Legion, tu les peins en bleu, ça colle à merveille. On est un peu dans le même esprit extrêmement violent, avec des armures très découpées, très ornementées. Là, ça fait carrément la blague, quoi. Mais en tout cas, un projet Black Legion, ça reste assez facile à faire. Là, je me souviens, à Noël dernier, il me semble, ils avaient sorti 2 énormes boîtes Space Marine du Chaos. En gros, t'achetais les 2 boîtes, t'avais une armée toute faite Ouais. qui te permettait même d'aller te balader dans d'autres détachements. C'était Donc, même pas pour Noël, c'est- c'était pour la sortie du codex, c'était en juin. Ah oui, oui, Ou en ouais, mai, c'est ça, ouais. Ouais, 2 énormes boîtes. Je connais pas mal de gens qui ont carrément pris les 2 Ouais. pour commencer un projet Black Legion. Bah, moi, la première, je l'avais quasiment dans son intégralité, sauf la nouvelle figue. Et la deuxième, c'est du Ouais, cultiste, c'est donc toujours j'ai le dit problème, non. ça. Ouais, les cultistes, franchement. Et donc, est-ce que tu sais pourquoi, à l'heure actuelle, les cultistes sont les grandes stars du champ de bataille? Enfin, ça m'arrive de voir une armée championne de tournoi, tu vois, dans certaines émissions YouTube. Tu vois, l'armée, c'est Abaddon, complètement encerclée de cultistes. Ce qui est un peu Est-ce que t'as dommageable. une Hein. théorie là-dessus? Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Hein, c'est pas Ouais, terrible. je trouve que c'est pas terrible. Je vomis tout cela. Mais Ah bah, c'est joué parce que c'est fort. Hein, voilà. ouais, Là, ouais. Bah, je pense qu'en fait, c'est ça. Et je pense que c'est aussi historiquement récent, c'est un historique récent, mais tu vois, depuis la V8, c'est le cas. Les cultistes étaient vraiment une taxe super bonne de troupes. Et Ouais. à l'inverse, les troupes d'élite du chaos, elles étaient là aussi excellentes. Et donc, t'économisais l'un pour débloquer l'autre. En V9, on avait un codex qui était assez savoureux et qui, notamment via le détachement dédié à l'époque à la Black Legion spécifiquement, te proposait vraiment de donner à des légionnaires, les Terminators, les unités un petit peu de base, l'opportunité d'enlever l'OC, de booster le tien, d'être ultra agressif parce qu'en fait, dès que tu commences à avoir +1 pour toucher, même avec 10 légionnaires, quand tu tires sur l'unité la plus proche, Ça fait le ménage. t'as Ouais. des... Moi, je sais que je suis nul en résultats de dés. Je peux te dire que je faisais des games ultra fiables. Hein. Donc, c'était vraiment devenu très puissant. Mais, donc, c'était un peu plus compétitif de jouer Black Legion. Mais par contre, les cultistes, c'était toujours fort. Et donc, en fait, ça fait 3 éditions au moins que c'est fort, que c'est pas cher. Et par ailleurs, là, ils ont développé l'offre de cultistes en termes de kits. Ouais. Donc, on a des nouveaux Dark qui font des trucs Commune. assez intéressants en termes de gameplay. Et je pense que malheureusement, c'est un peu un malaise ou un mal-être qui va pas disparaître du jour au lendemain. Parce qu'il faut un codex qui puisse représenter les légions et elles se battent vraiment pas pareil. En l'occurrence, si tu compares l'Alpha Légion ou les Wordbearers à la Black Legion. Donc il y a quand même quelque chose à mon avis, de l'ordre de l'historique récent du gameplay moderne de 40 000 tend quand même vachement plus vers le cultiste. Je me demande aussi si c'est pas intentionnel de la part des sculpteurs et de Games Workshop dans son intégralité, c'est-à-dire finalement quel intérêt qu'il y ait 2 armées Space Marine, il y en a déjà une Vanille plus les Blood Angel, Dark Angel, etc. Donc en fait, est-ce qu'on a aussi besoin que le chaos ça soit sur la même déclinaison? Est-ce qu'on n'irait pas plus inciter les gens à faire un espèce d'hybride entre gros élite d'une part et masse un peu sacrifiable de l'autre. En soi, ça s'entend, même la Black Legion combat avec des cultistes, hein, c'est pas ça le sujet, mais c'est vrai que je pense que c'est beaucoup le jeu qui a dicté ça.
Et je sais que beaucoup de fans du chaos de la première heure, en revanche, même si dans les romans, tu sais qu'ils ont des armées de cultistes qui leur servent de chair à canon, d'esclaves, etc., les gens, ils jouent Marine du Chaos pour les Marines du Chaos, tu vois. Enfin, c'est un peu étrange cet écart entre la perception que les gens ont du jeu et la perception que les gens ont du lore. Et moi, je sais que j'ai joué au French Warring Café avec mon armée en V9 et les gens me disaient, mais attends, mais t'as pas de cultiste, qu'est-ce que tu fous, quoi, tu vois, genre. Et j'étais en mode, bah ouais, mec, mais Tu joues Black Légion, t'as pas de cultiste, non mais allô quoi. j'ai Abaddon, 40 légionnaires et des Terminators, je suis bien, Ouais, quoi. ouais. Moi, je vis ma meilleure vie, je représente mon fluff jusqu'au bout des ongles, quoi. Ah ben voilà, c'est ça qu'on veut. Et souvent, en plus, c'était assez plaisant à jouer, quoi. Ouais, parce que là, tu vois, j'ai une liste top méta sous les yeux. En gros, ça consiste à mettre Abaddon en plein centre, Ouais. entouré de 4 unités de 20 cultistes à qui, en fait, il va donner une invulnérable à 4. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est un truc qui pourrait être facilement corrigé parce que, je sais pas, ils pourraient donner des invus à des. Alors, les Space Marines en ont moins besoin, mais tu vois, il y a un petit côté, c'est évident que quand tu fais ça, bah, tu vas le rentabiliser sur des petits PV à la con. En fait, pour moi, Abaddon, d'où son influence touche des cultistes, je sais pas si oui et non, tu vois, mais genre, j'ai un peu de mal avec ça parce que. Ouais, il devrait synergiser qu'avec des Marines et puis c'est tout. Bah, quoi. en fait, si c'était un Lord Terminator Worldbearer, je pourrais te dire, ok, il donne une invue à 4. Ok, ouais, voilà, carrément. tu Ouais. vois. Mais en fait, mais c'est un peu le problème parce que en même temps, je pense que ça, par exemple, ça n'existait pas entièrement en V9 parce que Abaddon, fallait jouer Black Legion. Alors qu'aujourd'hui, du coup, tu peux le prendre dans n'importe quel détachement. Donc, en fait, Ouais, tu peux le mettre en Red il- Corsair. et du coup, c'est pour ça qu'il doit profiter à un maximum d'unités, mais c'est aussi pour ça que ça crée des glitches, pour pas le dire autrement. Parce que pour moi, claquer des invus à 4 à des cultistes, c'est pas. Enfin, tu vois, ça représente pas vraiment le fluff, ça représente pas vraiment le gameplay, ça représente pas son détachement. Non, bah là, de toute façon, là, je parle d'un monde où on en a rien à foutre du fluff. hein. C'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'effectivement, j'insiste sur des trucs qui leur sont totalement étrangers à ces gens-là. Mais ouais, donc c'est un petit peu dommage. Quand t'es là pour la gagne, quand t'es là pour la gagne, tu peux jouer Vache Thor plus Abaddon, entourer une moto, elle en a rien à foutre. hein. Et bah, du coup, vu qu'on est en train de parler de datasheet, c'est qui, toi, tes chouchous dans tout ça? J'aime beaucoup les Terminators parce que ils restent quand même bien burnés, bien tanky. Du coup, ils peuvent relancer les jets de touche quand ils font un Dark Pact. Donc, ça permet de compenser le fait que tu as une cible où tu peux déjà faire ça, mais ça veut dire qu'avec les Terminators, ils sont relativement indépendants. Donc, quand tu les joues par 5 et que tu. Ouais, ils sont indépendants de l'objet de la haine. C'est quoi, ça. Ils détestent tout le monde. Donc en fait, ouais, ils sont plutôt bien et tu peux les équiper. Ils sont plus si chers. Honnêtement, j'en ai 5. Je devrais, je pense, en avoir au moins 10, voire 15. Après 10, quand tu joues Abaddon, ça fait un peu la garde personnelle. Dans le lore, il a Ah ouais, c'est du clair, coup l'équivalent des Justarine, mais version Warhammer 40 000, qui s'appelle les Bringer of Despair. Ou donc les porteurs du désespoir en français. Ils sont aussi appelés parfois l'Aphotic Blade. Donc c'est vraiment la garde prétorienne d'Abaddon. Et c'est aussi un peu dommage qu'il n'ait pas il y ait pas une petite optimisation pour booster encore ces Terminators-là. Pour qu'ils aient un peu, tu sais, un effet. Ouais, une vraie garde d'honneur, quoi. Ouais, un peu Terminator du linceul. Oui. Tu vois, je pense que ça pourrait être stylé. Mais ouais, en vrai, les Terminators sont vraiment bien de ce point de vue-là. Et ça reste une des unités quand même un peu phares, j'ai l'impression, des Terminators de cette V10. Après, moi, le Légionnaire, je le trouve pas mal parce qu'il est assez adaptable. Il a beaucoup d'options. En mêlée, ça tourne bien. C'est un peu triste que la règle vétéran de la longue guerre, donc c'est leur règle de datasheet, elle fonctionne que sur les attaques de corps à corps. Donc en fait, ça tue le build légionnaire avec des tirs. Enfin, ça le tue pas, mais disons que ça te rend le truc un peu moins efficace. Donc ça, c'est une reroll des blesses, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est reroll des blesses de 1 et reroll des blesses sur un objectif. Du coup, c'est assez... Ah, donc c'est que au corps à corps, Ouais, ça. que au Ok. corps à corps. Du coup, c'est assez bizarre parce que, en fait, sur un objectif, relance des blesses, c'est pas mal. Tu vas pourrir le gars sur l'objectif. Et après, si tu veux garder ta relance des blesses, faut rester sur l'objectif, ce qu'une unité de corps à corps a rarement envie de faire. Donc c'est une unité un peu étrange, mais d'un autre côté, les unités 10 hybrides ont l'air de bien tourner, c'est-à-dire tu as, je crois, 2 armes de corps à corps un peu sévères que tu peux prendre, plus une sur le champion, et tu peux prendre 2 armes spé, donc tu peux quand même avoir des mix, et j'aime bien ce côté un peu polyvalent de la
la datasheet légionnaire, et puis je trouve qu'ils ont juste trop de flow en fait. Donc, Bah, puis tu peux grave personnaliser la chose avec l'adjonction d'un leader, par exemple une escouade de légionnaires un peu axée corps à corps. ouais, Si tu leur ajoutes un maître des exécutions, alors là, mon gars, ça rigole pas, hein. ouais, c'est clair. Et en fait, l'avantage, c'est que tu peux faire des espèces de mini Death Star comme ça avec pas mal de personnages. Donc, les légionnaires, il y a vraiment un côté. Je pense qu'ils seraient peut-être trop forts s'ils avaient la relance des blesses au tir aussi. Euh, mais j'avoue que c'est quand même un de mes petits chouchous. Et en plus, là, récemment, ils sont passés à un peu moins cher parce qu'ils valent 90 pour 5 et ils valent 170. Donc, il y a l'introduction là en V10, là, des réductions de packs, de gros packs. Donc, en fait, tu payes tes Oui, gros parce que packs moins t'as cher. accès à un petit peu moins d'équipement. Ouais. Ouais. T'as accès à un petit peu moins d'équipement. Donc c'est sympa. Moi j'aime bien cette idée-là de dire ok. Alors après en fait les cultistes sont toujours tellement goldés que c'est compliqué de faire le comparo. Mais en soi s'il y avait pas les cultistes, je pense que tout le monde s'accorderait sur le fait que c'est vraiment un bon datasheet. Et sinon, il y en a un que j'aime bien, c'est le maître de la possession, qui est du coup une sorte de sorcier, mais qui va booster Ouais. tout ce qui est possédé, et qui a des règles assez marrantes globalement, et qui a notamment aussi va bien booster quand il lead, il me semble, une unité, il ajoute un au jet d'advance et de charge. Donc c'est pas mal, pas forcément dans ce datasheet-là, mais peut-être aussi dans le détachement des pillards. Et ouais, il fait du psy, il a des petits tirs qui sont quand même pas négligeables et il booste bien les unités qu'il peut rejoindre, à savoir élus, légionnaires et possédés. Donc moi je l'aime bien celui-là et j'en ai un que j'ai converti et que j'adore, donc je la joue souvent. Le sorcier c'est pareil, il est cool. Globalement les lords sont sympas, pas forcément méga clutch non plus. Ils vont pas transformer les unités, mais Ouais, mais le Chaos Lord est quand même particulièrement énervé. Du moins une fois par bataille, hein. ouais, Il une peut fois par bataille, il peut être surbooster. sympa. Alors après, c'est là où c'est intéressant parce que ça marche bien dans le gameplay Black Legion qu'on vous a présenté via le détachement, quoi. Le côté, tu claques ton truc une fois par bataille au moment où le gars, t'as la haine sur le Gus, au bon moment, t'atomises quand même pas mal de choses. Faut pas trop rebondir sur les dés, mais t'as moyen quand même de faire de gros dégâts. Et après, de toute façon, moi je trouve que c'est vraiment l'identité, tu vois, de cette faction. J'ai moins de mal avec les listes, par exemple, qu'on a vu à un temps, 30 Chosen et 3 Lords du Chaos. Oh putain, Ça quel peut enfer. paraître aussi complètement pété, mais en fait, pour moi, c'est plus proche de la réalité de mecs qui ont 10 000 ans d'expérience et qui vont te tomber dessus et ils ont 3 PV chacun et ils te massacrent. Parce qu'effectivement, les Chosen, je sais aussi, parmi mes préférés, adaptables comme les Légionnaires, un peu plus burnés façon Terminator. Et ils ont une règle de base qui est complètement non-sensique puisque ils peuvent déclarer une charge et battre en retraite. Ouais, ils peuvent advance et charge et battre en retraite et charge, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc, du Ouais, coup, bah ouais, bah, évidemment, quand tu joues un pack de 10 gars à 3 PV, en plus, ils sont plutôt c'est brutal, quoi, au corps à corps, hein, ouais, ça ouais, fait ouais. vraiment mal, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un équipement, à part les armes lourdes, ils ont accès aux armes combinées, ils ont les armes maudites. En fait, tu pourrais presque jouer, tu vois, acheter le kit des légionnaires, le personnaliser et avoir des Chosen si tu as envie de représenter moins de marines du chaos, mais avec une expérience de 10 000 ans. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec cette datasheet, c'est qu'elle est assez burnée dans ce sens-là. Et ils sont ultra. Enfin, une unité qui est aussi mobile que ça, elle est juste trop, trop bien à jouer. Et avec les Dark Pacts, tu t'envoles de fou par moment. Moi, je l'ai vu avec un pote qui joue Iron Warrior, Thomas, que je salue s'il m'écoute. Mais une fois, il a sorti, je sais plus, 15 ou juste 10 élus. Mais en face, ça valsait, quoi. Vraiment vénère. Donc, Ouais, ils sont ouais, ça très, m'étonne pas, très, ouais. très énervés. Et après, ils collent bien aussi avec le détachement. Là, encore une fois, t'arrives, t'as l'objet de la haine, tu lui tombes dessus avec 10 élus. Généralement, en face, il y a plus rien, quoi. Et c'est. Ouais, y a pas grand monde qui échappe de ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est juste dommage que du coup, effectivement, il y a un écart, si tu veux, dans ce codex entre les cultistes qui font beaucoup de choses pour pas cher, les Chosen qui sont relativement chers, mais ils font tellement de choses que limite ils sont pas assez chers, et les légionnaires qui sont
entre les deux, et du coup, ils répondent ni à l'un ni à l'autre. C'est genre élite, mais pas trop, horde, mais pas trop. Tu vois, du coup, quand tu joues beaucoup de légionnaires comme moi, t'as tendance à vouloir te dire, tiens, est-ce que je vais pas les jouer en élu? Bah, les légionnaires ont pour eux cet OC qui monte à 2, hein, quand même. Ça, c'est Ouais. des excellents preneurs d'objets, quoi. Ouais, c'est vrai que ça aussi, globalement, sur des unités qui peuvent taper aussi fort qu'eux, il n'y en a pas 50, ils sont quand même tanky, ça reste du marine. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ça, c'est que j'ai l'impression que l'OC a été un peu sous-estimé en début de version, et plus on avance, et plus en fait, là, moi, dernièrement, j'ai perdu une partie à l'OC sur le dernier objectif, tu vois. Et parce que clairement, j'avais plus de Cadien avec les 2 OC, et puis de toute façon, ça valse. Donc c'est sûr que quand tu as du légionnaire par pack de 10, ils tombent dessus, ils sont 20, ils relancent les blesses quand tu viens les chercher au corps à corps. Pour 170 points, enfin, à l'heure où on parle, c'est quand même plutôt confortable, quoi. Ouais, bah, j'avoue. Écoute, dans ce lot de datasheet, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai été déçu par 2-3 trucs, notamment tout ce qui touche au volant. Ouais. Par exemple, les rapaces et les warp talons. Tu vois, c'est vraiment pas terrible, quoi. Je trouve qu'ils leur ont pas donné une vraie saveur, même en incluant par exemple ce personnage. De la Black Legion, ouais, Arcane. Ouais, voilà, Arcane. L'unité, en vrai, elle fait pas grand chose. Je trouve qu'il y a un petit manque de saveur de ce côté-là, du côté des volants. Par contre, j'ai beaucoup aimé tout ce qui touche les machines démons. Ouais. Il y a bon, dans les machines démons, j'ai inclus les Obliterators, hein, par exemple, qui sont surpuissants au tir, ces enculés. Ouais, très adaptable. En gros, voilà, moi, dans les datasheets, j'aime à peu près tout, hein, franchement. Il n'y a pas de datasheet jetable, mais il y a des écarts des fois un peu trop prononcés. Notamment, c'est vrai que les rapaces dans des armées où tu as par exemple, les Chosen qui advance et chargent, pourrissent tout ce qui touche et tout. Bah ouais, en fait, c'est tellement mieux que des rapaces, quoi. Ouais, ils savent plus trop quoi faire. Et ça pourrait être le rôle des serfs du Warp aussi. Le détachement Nightlord, du coup, il souffre un peu de ça, vu que les unités à réacteur sont pas ouf. Le détachement, il a du mal un peu à être séduisant, quoi. Ouais. Du coup, je pense que les rapaces et les serfs du Warp, il faut plus les voir comme des unités, je dirais, utilitaires. Du coup, pour faire du secondaire, aller derrière les lignes ennemies, faire un objectif, une action, un truc comme ça. Ouais, en petit pack de 5, Ouais. c'est tout à fait valable, quoi. Mais c'est pareil, hein, ils les ont réduits en points, je crois, récemment. Mais en fait, c'est-à-dire que des cultistes qui sont dans la pampa et tu vois, que tu vas garder en réserve ou que tu vas foutre dans ton fond de cours font tout autant le taf par moment. Donc, ils sont vraiment... Je sais que pendant un temps, moi, j'ai joué avec 2 fuseurs pour aller chercher un truc. Pareil, le fuseur, bon, c'est plus trop l'anti-char que c'était. Donc, Oui. il y a vraiment un côté un peu étrange avec ces unités-là, ou alors il faut vraiment réussir à les synergiser. Par exemple, choper le pack de 10 avec Arcane. En vrai, c'est sympa, hein, tu fais des bons trucs, mais ça veut dire qu'il faut aller quand même peindre des filles qui sont quand même assez vieillissantes. Pour le coup, eux, leur trim, ils sont vraiment galères, super chiants. Puis pareil, les serfs du War pourraient être beaucoup plus burnés, je pense, à la fois en corps à corps. Après, elles peuvent repartir du terrain, etc. C'est intéressant, mais c'est vraiment des unités qui maintenant ont été positionnées dans le rôle. C'est là pour les secondaires et ça sert pas à grand chose. J'espère peut-être que tu vois via Kill Team on ait peut-être une update tu vois de Rapace ou de Serre du Warp qui serait un kit unique. Je trouverais ça intéressant. Ouais. Mais en tout cas, c'est un peu dommage parce que les rapaces, c'est vraiment dans le lore, ils ont des armures spécifiques, ils sont assez terrifiants, ils sont et les serfs du Warp viennent de ce lore-là aussi, tu vois, quasiment semi-possédés ou un peu dans cette dimension-là. Et je trouve que c'est des unités qui sont vraiment tombées en désuétude, quoi. Vraiment. Donc, ils méritent quand même un peu mieux. Savais-tu d'ailleurs que les serfs du Warp sont des démons engendrés par un patrimoine génétique Ravenguard dégénéré? Wow. Sombre. Ah ouais. C'est une souche de patrimoine génétique qui a été dérobée par Alpharius au nez et à la barbe de Corax alors qu'il menait des expériences de merde dans son apothécarion. Ah, bref, encore un élément de lore qui remonte, qui remonte loin, quoi. C'est clair. Mais en gros, ouais, c'est des corbeaux dégénérés, ces petits gars. Bon, bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour? J'ai bien envie de dire que oui, hein. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Globalement, on a pas mal de... Tiens, petite question, est-ce que tu joues le prince démon qui est
une figurine vraiment ouf, quoi. J'étais resté vraiment sur cette doctrine de Astartes avant tout, et donc j'ai pas fait encore. Ouais, pas trop de difformité chez toi, hein, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai quand même les possédés parce que je trouve qu'ils ont réussi à leur donner. C'est la première fois que j'aime des possédés, alors qu'il y a eu quand même pas mal de kits de la première grappe d'amélioration. Ouais, le dernier kit est bien ouf, quoi. Ouais, ils sont dynamiques en fait. Il y a quelque chose d'assez cool là-dedans. Et j'adore le nouveau Prince Démon, honnêtement. Donc en fait, j'en ai pas. J'ai pas le Prince Démon, j'ai les possédés en stock. Et le Prince Démon, je me suis longtemps tâté à ce que j'aimerais faire avec lui. J'aimerais beaucoup rendre hommage à cette couverture du Codex KO 3.5. On voyait un Prince Démon qui avait un bolter lourd qu'il tenait comme un espèce de pistolet à Oui, bolter. ouais, je me souviens. Et aujourd'hui, il a une arme de tir dans sa datasheet, donc ça permet de le faire. Je trouve que la figue est assez ouf, et donc je réfléchis, est-ce que ce serait parce que en fait j'avais fait une crusade, donc enfin pas une campagne, mais en tout cas tout, j'avais joué vraiment en narratif en V9, donc j'avais fait un lord spécifique. Donc est-ce que ce serait lui, est-ce que ce serait un autre gars qui vient lui prendre sa place? J'ai pas encore réfléchi, mais je fonctionne quand même souvent comme ça, tu vois, d'essayer de voir, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec le kit. Ouais. Et à partir du moment où je vois ce que j'ai envie de faire, généralement là je me lance. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que la figue, elle est superbe, quoi. Donc je l'aurais jamais mise avant la Ouais, refonte, mais maintenant c'est obligé que j'en aurai un à un moment, quoi. Ouais, ce prince démon dans une armée, par exemple, de culte du chaos, ou intégré dans une faction de World Bearers, oh là là, la classe! Ouais, non, il pète la classe, mais je pense qu'il y a moyen de le faire un peu plus space. Enfin, il a encore cette stature Space Marine, ce qui manquait à la version précédente, mais que la version métal Oui, spécifique à Warhammer 40 000 avait. Et je trouve que là, on est dans la parfaite rencontre entre les deux. Et j'ai très envie de le pimper et de le convertir, mais c'est pas le même niveau de conversion que de changer la tête d'un légionnaire. Donc du coup, non, là on est dans le show, là. ouais, clairement. On est dans le show. Bah écoute, ça met fin à cette petite émission sur la Black Legion. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci Thibaut pour ton expertise en termes de lore, notamment. Ces 10 000 ans de lore infini, bah, je crois que tu les as couverts de fort belle manière. Bah, j'espère, merci. On est resté un peu en retrait en termes de règles et tout. Là, on voulait parler plus de lore, je pense, hein, de plaisir. La Black Legion, c'est un peu un bon élève en la matière, quoi. C'est clair. Bah écoute, je vous souhaite le meilleur à tous. Thibaut, écoute, si t'as un dernier mot. Eh bien, mort aux faux empereurs et pour le maître de guerre. Voilà, tout simplement. Ah, le salopard. Il finit mon émission là-dessus, c'est du sabotage. Il a tué mon Primarque et il leur demande, le gars, quoi, tu vois. Allez, les petits loups, portez-vous bien et à plus tard sur Uralhammer ou sur Land Rider, évidemment. Ciao! Ciao!